Le lendemain, je me réveille, je regarde mes réseaux, ça marche pas mal, et je regarde LinkedIn, et là, LinkedIn explose. On avait fait, je crois, peut-être 300 ou 400 likes sur même pas une journée, tu vois. Toutes les 10 minutes, j'avais quelqu'un qui me disait, je suis chaud, 1000 euros, let's go, machin, c'est parti. Il faut aller là où il y a de l'argent. C'est hyper important quand t'es freelance de te dire, où est-ce qu'il y a de l'oseille? Qu'est-ce que tu fais de plus qui va te permettre de justifier un prix plus important et toi de générer une marge plus conséquente? Et donc ça, on a commencé à le réfléchir en se disant qu'on allait augmenter la gamme de la qualité de nos caméras, de nos outils, ensuite d'ajouter un petit peu de motion design et ou de VFX, donc tout de suite ça a étoffé les contenus vidéo, qui m'appellent en me disant, écoute Harold, je suis chaud, on a un spot télé à faire, je suis chaud que tu le gères, on a que 15 000 euros de budget, pour nous 15 000 c'était dinguerie, et dis, est-ce que vous êtes chaud de le faire? Moi le conseil que je donne, c'est pour croître et le moins de clients possible, le moins de nouveaux clients possible, mais essaye d'aller chercher du business dans tes clients existants. On était combien en régie? 20? Il y avait 40 candidats, il y avait une vingtaine de personnes de l'équipe, ouais, je pense qu'on on devait être au total, ouais, peut-être 60, entre 60 et 70 personnes. Les formats qui sont parfois des petits budgets, c'est ceux qui peuvent être finalement le plus rentable. Faire attention à pas se laisser séduire par les gros montants financiers qui finalement, après tout l'effort que tu mets, te laissent pas les plus gros niveaux de marge. On était un peu les loups de Wall Street, tu vois, de la vidéo, en mode let's go à 300%. Un peu voir le bordel comme un marathon, parce que ça peut vite être très énergivore. Il y a un moment où tu peux vite te cramer aussi. Cette fameuse vallée, au moment où ça va être très très dur parce qu'il faut l'anticiper, c'est là où tu peux faire toute la différence, vraiment. Et c'est là où finalement les très bons restent. C'est contre-intuitif, je pense que beaucoup vont dire mais c'est qui ce pélo d'entrepreneur, la businessman? Mais la réalité c'est que c'est ça qui fait que tu peux... Salut Harold, comment tu vas? Salut, bah écoute ça va, il fait chaud. Ouais, il fait Très, super très chaud là. Mais ah ouais putain, 37 là c'est costaud, mais écoute je vais Ouais. super bien. Et toi? Bah écoute, ça va super parce que t'es le premier en fait à venir faire une interview sur la chaîne La Vidéo tout simplement. Trop bien. Pour que je te mette un peu de contexte, du coup, c'est une chaîne qui parle exclusivement de production vidéo. Et je me suis dit, comme premier invité pour lancer un format interview, quoi de mieux qu'avoir un peu le boss de la vidéo en France, C'est tu vois? sympa. Oh putain, ah oui tu me... Bah ouais, quand Ok. même, tu vois? Ouais c'est gentil. Pourquoi j'ai pensé à toi? Aussi parce que, tu es un des premiers entrepreneurs que j'ai suivis, notamment sur LinkedIn, quand j'ai commencé LinkedIn et quand tu as fait ta fameuse vidéo de lancement, on en reparlera plus tard, Ouais. qui est restée en mémoire. Mais d'abord, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que je vais te donner un peu, une info, les personnes qui sont sur cette chaîne, sont principalement des monteurs, freelance, des vidéastes, voire des jeunes fondateurs d'agences. C'est pas forcément des gens qui ont beaucoup de culture business et toi, tu as quand même une grosse audience business, une grosse audience entrepreneuriale. Donc est-ce que tu peux te présenter, voilà, pour ceux qui te connaissent pas encore? Ok, trop cool. Bah écoute, merci beaucoup. Introduction de ouf, tu me mets la pression de dingue. Je te coupe 5 secondes d'interview pour te dire qu'on a une communauté School, la vidéo tout simplement. Sur cette communauté, tu vas avoir des vidéastes, des monteurs, des motion designers qui seront avec toi pour échanger, partager les meilleures pratiques, mais aussi avoir des offres de job en freelance, des cours exclusifs et même des concours. Pour rejoindre la communauté, c'est super simple, tu cliques sur le lien en description et nous on se voit de l'autre côté. Et quand tu auras rejoint la communauté, je me ferai un plaisir de t'envoyer un message pour qu'on puisse discuter ensemble. Je te dis à très bientôt. Écoute, je m'appelle Harold, j'ai 33 ans. Je suis jeune papa, je commence par là. Tu sais, t'as toujours un biais quand tu te présentes, tu dois choisir par quoi tu commences. Et souvent, c'était langue business avant, et maintenant, c'est le fait que je sois papa parce que c'est devenu une priorité pour moi. Donc, ouais, d'une petite fille qui a 1 an et demi. Je suis plutôt entrepreneur de base. J'ai fait une école de commerce en 5 ans, mais je m'embêtais fortement à l'école. J'ai pas forcément eu, tu sais, le fit avec le modèle éducatif français, donc j'étais plutôt au dernier rang, etc. J'étais pas forcément en adhésion avec la manière de la pédagogie en gros française. Et donc du coup, assez rapidement, j'ai voulu entreprendre pour essayer de faire tester de faire par moi-même, tu vois. Et à mes 22 ans, je monte ma première boîte qui s'appelait Ilo, qui était une boisson relaxante, l'inverse des boissons énergisantes comme Red Bull, etc. Que j'arrive à revendre après 1 an et demi. Avec mon meilleur pote, donc le truc assez ouf. Donc je me disais que j'avais un peu capté comment monter des business, donc j'essaie d'en monter d'autres qui eux se cassent la gueule. Donc je me prends un peu dans la gueule la réalité de l'entrepreneuriat qui est pas toujours tout beau tout lisse. Et voilà, donc je teste de monter pas mal de boîtes jusqu'à monter comme il y a bientôt 6 ans. On va avoir 6 ans en septembre déjà. Wow. Ouais, ça me fait trop bizarre. Et donc Com, bah écoute, aujourd'hui c'est une agence de production vidéo. Donc dès qu'on parle de vidéo, c'est des sujets qu'on peut traiter. Donc que ce soit de la petite interview à 1000 euros jusqu'à des gros documentaires de marque à plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est des sujets sur lesquels on peut intervenir. Et on a eu beaucoup de choses qui se sont passées en 6 ans.
Vraiment, on a essayé de changer de modèle, on est monté jusqu'à 42 personnes dans la boîte pour finalement être aujourd'hui 25. Donc j'expliquerai les raisons pour lesquelles on l'a fait. On a levé des fonds, on a failli être acheté, on a eu des déchirements, on a eu des super victoires. Mais finalement, c'était assez enfin, c'est à l'image en fait de l'entrepreneuriat, des hauts, des bas. Et par contre, toujours autant de kiff, parce que tu vois, 6 ans après, j'ai toujours la banane. Ça veut pas dire que c'est toujours beau, toujours rose, mais je kiffe toujours autant ce que je fais. Donc voilà, écoute, pour essayer d'être assez synthétique sur ma présentation et peut-être pour compléter le côté un peu plus perso, énorme gamer dans l'âme depuis toujours. Je suis un Ok. gros geek, vraiment. J'adore. Sur quoi? J'ai joué à tout, mais aujourd'hui, bon, Call of classique. Ok. Et je découvre, là, je suis un peu en mode découverte de jeu. Tu vois, je me fais des petits jeux d'horreur avec ma chérie, on adore ça. Donc on teste plein de trucs. Et gros sportif aussi. Ok. Voilà, j'ai fait plein de sports depuis un peu toujours. Donc voilà. Ok, trop bien. Bah, écoute, merci pour cette présentation. On va revenir un peu aux sources de quand tu as commencé la vidéo, parce qu'il y a plusieurs aspects qui sont intéressants là-dedans. C'est comprendre dans quel contexte tu t'es lancé. Mhm. C'est-à-dire, donc, tu as eu ta première expérience entrepreneuriale, tu as vendu ta boîte, et ensuite tu décides de lancer donc, une agence de prod. Euh, comment, d'où ça part ce constat que tu as envie de lancer ça? Est-ce que c'est par rapport au marché? Est-ce que c'est quel est ton lien aussi avec la vidéo? Pourquoi ça te plaît, tu vois, à la base? Dis-moi un peu tout là-dessus. Bah, en gros, j'ai monté Koom quand j'avais une autre boîte en parallèle. Donc, j'avais donc monté cette première boîte que je revends. J'en ai monté d'autres qui sont cassés la gueule. J'ai monté un cabinet de recrutement pardon, qui s'appelait Tatami, qui en gros recrutait des commerciaux pour des startups. Et donc, ça, je l'ai monté avec The Family, Mm. ou plutôt Oussama Ammar. Comme Ouais. ça, les gens connaîtront peut-être plus. Donc, on a monté cette boîte ensemble. Ça marchait pas trop mal. C'est voilà, un milieu dans lequel tu peux faire un peu de sous. Mais je m'épanouissais pas du tout. C'est-à-dire que c'était pas du tout créatif. C'était un truc qui était purement trop pragmatique, tu vois, pour moi qui suis, et je réponds à une deuxième partie du contexte qui est important, qui suis un peu créa depuis toujours, pas dans les faits en ayant créé du contenu vidéo, mais dans mon attitude de manière un peu générale. J'ai toujours voulu tenter de faire 1000 choses, j'ai toujours fait plutôt marrer mes potes, j'ai toujours kiffé, tu vois. J'étais un peu le Pete qui me filmait tout le temps, qui faisait marrer les potes en envoyant des contenus. J'avais toujours cette envie d'être un peu sur le devant de la scène, peut-être par ego, j'en sais rien, ou par envie d'être connu. C'est un truc qui a toujours été un trait de caractère chez moi depuis un peu toujours. J'ai rêvé d'être acteur pendant très longtemps. J'ai fait deux, trois micro Mm, petits passages dans des trucs à droite à gauche qui étaient marrants. Donc j'avais, tu vois, cette espèce d'envie de trucs shiny, tu vois, qui brillaient. Ça, c'est un truc que j'avais, je pense, au fond de moi depuis un peu toujours. Et donc, dans un timing où j'avais une boîte dans laquelle je m'épanouissais pas énormément, mais sur lequel pourtant j'ai compris qu'il y avait un vrai besoin des entrepreneurs de manière générale et des startups à créer du contenu vidéo. Donc, tu remontes à il y a 6 ans, c'était peut-être pas encore aussi démocratisé qu'aujourd'hui, mais j'avais la même semaine peut-être deux, trois entrepreneurs potes à The Family qui m'ont dit: putain, je rêverais de pouvoir faire de la vidéo pour pouvoir promouvoir mon nouveau service. Il y a tellement de concurrents qu'une vidéo me permettrait de faire la différence. Mais je me suis rencardé auprès d'agences, ça coûte une fortune. Ou alors les freelances, je sais pas où regarder, je comprends rien secteur, donc je suis perdu. Et je m'étais toujours mis, depuis un peu toujours, dans une attitude de me dire que quand il y a des problématiques, j'essaie d'avoir le réflexe de me dire, est-ce qu'il y a des gens qui ont pensé à proposer des solutions à cette problématique? Donc, j'ai pas du tout réinventé la roue en me disant que s'il y a un besoin de contenu vidéo, l'idéal serait de se dire qu'on peut faire de la vidéo pour des gens. Simplement, j'avais cette envie de me dire que j'allais démocratiser la vidéo en me disant que pour les start-upers qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais pour lesquels une vidéo peut faire la différence, j'allais proposer d'avoir une vidéo méga accessible. Et la réalité, c'est que donc, notre fameuse offre et notre vidéo de démarrage, qui était une vidéo à 1000 euros, face cam, machin, on va peut-être en parler après, mais vraiment, cette vidéo à 1000 euros, c'était un positionnement de prix qui était purement du marketing. C'est-à-dire que je me suis dit 1000 euros, ça fait bien. Je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire concrètement derrière, si c'était tenable ou non, mais je me disais qu'en termes de marketing et de communication, c'était hyper intéressant. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, pourquoi pas lancer ce qu'on appelle un side project, un projet d'à côté, juste où je me dis, bon, je vais trouver des freelances qui font de la vidéo, les mettre en relation avec des gens qui en ont besoin, et je fais une offre à 1000 euros. Moi, je prends un peu de gras là-dessus, et puis pourquoi pas, tu vois. C'était vraiment juste une idée un peu comme ça. Et je sais pas si tu veux que j'explique un peu la suite et comment ça s'est clairement amorcé, mais en tout cas, le contexte, c'est ça. Et cette idée, qui encore une fois est pas. Enfin, tu vois, j'ai pas développé un outil ou une application de dingue. Je me suis juste dit, on va démocratiser la vidéo. Mais de là est né Comme finalement dans ma tête au démarrage. Puis petit à petit, juridiquement parlant, puisqu'on a monté la boîte assez rapidement avec Flo. Je sais pas si tu veux que je t'explique comment je l'ai rencontré, Je veux etc. bien, ouais, Mais carrément. ouais, Ouais. parce que donc moi je connais rien à la vidéo. J'ai juste j'ai le constat que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont attirés par ça.
L'autre versant, c'est de me dire que je connais rien à la vidéo, donc il faut quand même rapidement que j'arrive à m'associer avec quelqu'un qui connaisse la vidéo. Donc très rapidement, je mets sur mes réseaux, je cherche cofondateur potentiel pour une super boîte, machin, etc. J'étais pas encore totalement convaincu, franchement, du truc. Je reçois quand même pas mal de candidatures, en tout cas de gens qui me disent ouais, je suis chaud pour te rencontrer. Je rencontre des gens qui sont soit très bons techniquement, en tout cas de ce qu'il en paraît, parce que je connaissais pas grand chose, mais je sentais que c'était technique de dingue, mais le fit était pas bon. Soit l'inverse, très bon fit, mais techniquement ça collait pas. Jusqu'à finalement rencontrer Flo, qui était la 10e personne que j'ai rencontrée, qui est un mec qui avait déjà 40 ans. Donc moi j'en avais même pas 25, 26. Et en gros, il a fait de la vidéo toute sa life. Vraiment, il a été monteur, filmmaker, motion designer, étalonneur, tous les métiers du monde. Et il avait cette espèce d'aura, je sais pas, tu sais, du mec sympa. Tu sais, t'as des gens parfois que tu rencontres, t'as un feeling qui arrive d'un coup. Et je me suis dit, putain, c'est ce mec. Lui a eu peut-être un tout petit peu moins ce ressenti. Il a été un peu plus pragmatique dans sa décision, parce que c'est un papa de famille, enfin un père de famille. Il y a un moment où il faut que tu rentres des sous, et là, tu as un espèce de jeune fou qui dit on va monter un truc à 1000 balles, alors qu'il connaît rien. C'était quand même assez risqué pour lui, tu vois. Mais finalement, il me dit go tester et se lancer. Et donc, du coup, on formalise non pas la structure juridique, mais juste notre accord de nous dire écoute, on monte la boîte, j'ai 55%, t'en as 45%, si jamais ça fonctionne, voilà le deal qu'on fait quand on créera la boîte. Et donc, comme vraiment né de là, en se disant on va démocratiser la vidéo en faisant des offres à 1000 euros. Et là, rapidement, on se dit ok, comment est-ce qu'on va se différencier et comment est-ce qu'on va proposer notre service. Et c'est de là que deux moves ont été importants dans notre histoire. C'est le fait d'incarner la structure. On est tombé sur une vidéo qui s'appelait Dollar Shave Club, je sais pas si ça te parle. Tu Ouais, de fou. te rappelles? Les C'est lames à 1 $ là. Ouais, Ouais, exactement. et ils ont lancé le truc un peu en mode conspiration. Il y avait un truc comme ça, non? Leur logo, il est un peu. Bah, alors c'était moins sur cet aspect, ça je t'avoue que je sais pas, mais c'était en gros un mec qui donc vendait des rasoirs à 1 euro, Ouais. qui était en phase de liquidation de boîte parce qu'il avait plus une thune. Il a mis ses 4000 balles restants pour faire une vidéo ultra simple où il est face cam, il parle de son produit, il le fait de manière hyper humoristique, face caméra en incarnant la structure. Mm. Et j'étais tombé là-dessus. Et Flo et moi, on s'est dit, putain, mais attends, mais ça, c'est magnifique. Cette vibe un peu américaine, elle peut potentiellement fonctionner en France. Donc, viens, on incarne la structure. Ça nous permettra de pouvoir vraiment transpirer la boîte et qui on est. Et puis, en règle générale, les gens aiment bien acheter auprès de gens. Donc, le fait d'avoir une figure, un visage, ça colle pas mal. Moi, ça collait à mon aspect perso où je voulais me mettre en avant. Donc, c'était parfait. C'est un truc que je fais pas trop mal. Donc, c'était cool. Et donc, ça, c'est une partie de l'histoire de Com qui est restée tout au long des années. Et surtout, le point le plus important pour arriver vraiment sur la fin là, du lancement, c'est l'endroit sur lequel on a diffusé notre contenu. Donc, on fait une vidéo hyper humoristique parce que pour moi, l'humour, c'est un truc qui fonctionne partout. Pour les startups, pour les grands groupes, pour les jeunes, pour les moins jeunes, c'est un truc qui fonctionne. J'incarne la structure, donc c'est le deuxième point. Et le troisième, c'est où est-ce qu'on va diffuser la vidéo. On la diffuse un peu partout, Facebook, Insta, machin, ça marche plutôt pas mal. Et on la met sur LinkedIn un peu par hasard en se disant pourquoi pas, tu vois, c'est un réseau sur lequel, putain, les mecs sont un peu coinsos, tu vois. Donc c'était un pari de se dire, bon, bah, on met un truc totalement what the fuck. Dans la vidéo dont tu te rappelles, c'est je suis à moitié à poil dans la rue en robe de princesse en disant ouais, des vidéos à 1000 euros. Donc c'était un peu à double tranchant, tu vois. On s'est dit peut-être qu'on va se faire désosser ou peut-être que ça va juste rien faire. On la poste et un peu comme dans un film, le lendemain, je me réveille, je regarde mes réseaux, ça marche pas mal, et je regarde LinkedIn, et là, LinkedIn explose. J'avais genre moi 3 pélos en amis, tu vois, j'avais genre personne. Et là, je sais pas, on avait fait, je crois, peut-être 300 ou 400 likes sur même pas une journée, tu vois, avec des demandes qui tombaient toutes les 10 minutes. J'avais quelqu'un qui me disait, je suis chaud, 1000 euros, let's go, machin, c'est parti. Et là, on s'est dit, ok, on a un vrai potentiel, et je termine là-dessus, mais de se dire qu'on incarne la boîte, on use de l'humour et on se sert de LinkedIn comme gros levier d'acquisition. Et ça a été, tu vois, cette logique d'il y a 6 ans, elle est encore, alors elle a évolué, mais elle reste quasiment la même 6 ans après, parce que c'est encore sur LinkedIn qu'on capitalise, c'est encore avec l'humour qu'on fait la différence, et c'est encore moi qui incarne la structure. Donc voilà. Ok, waouh. Trop bien pour cette chronologie. Genre, j'ai plus aucune question dessus. T'as tout couvert. Tu vois? Je suis désolé, je t'ai pris un peu le. Non, non, mais très bien, parce que ça me permet de voir un peu comment t'as. Enfin, ce que je trouve intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que aujourd'hui, sur le marché de la vidéo, ce côté vidéo à 1000 euros, en fait, tu le retrouves partout. Tu vois, Mhm. ta vidéo en motion à temps, ton Ouais. nombre de ads à temps,
ton montage à temps, etc. C'est devenu quelque chose un peu comme quand tu achètes une miniature. C'est une miniature, c'est 50 balles. Ben maintenant, un reel, c'est 40 balles, Ouais, ça c'est un peu etc. standardisé. Ouais, Exactement. Mais à ton époque, c'était pas du tout standardisé. Et on était à l'époque des agences de prod où en fait, faire la moindre interview, ça pouvait te coûter 5 000 € ouais, alors qu'il y avait une caméra et deux lights et c'est tout, quoi, tu vois. exactement. Donc déjà, ouais, c'est super avant-gardiste. Il y a un petit mouvement qui a été lancé, comme ça, c'est ouf. Du coup, si je reprends un peu le truc, tu vois, as les demandes qui pleuvent, c'est en train de bien marcher. Mhm. Quelle leçon t'en tires? C'est-à-dire que j'imagine que là, quand tu as toutes ces demandes, tu dois commencer à te dire, bon, alors c'est quoi ma marge sur toutes mes vidéos? Ah ouais, c'est chaud quand même. Genre, 1000 euros, est-ce que c'était un bon move ou pas? Là, je dois commencer à prendre du monde. Comment ça s'est passé les steps d'après? Comment tu as découvert un peu le fait que ça y est, t'as un pipe qui se remplit? Comment tu le gères, quoi? Bah, pendant 4-5 mois, honnêtement, on a subi. Moi, je faisais des calls toute la journée et j'étais sur la créa aussi des vidéos. Donc, c'est moi qui réfléchissais à tous les contenus. Donc, j'avais quand même pas mal de taf. Flo tournait et montait quasiment l'intégralité des vidéos. Donc, en fait, on a tabassé un volume d'heures tellement important qu'on a réussi à signer beaucoup de contrats. Donc, très rapidement, en fait, on a réussi à faire quand même pas mal de sous. Après, on s'est très rapidement rendu compte aussi que dans la durée, c'était impossible parce que c'était trop épais et énergivore. Tu vois, on était mais à 300 000% H24 partout et tout le temps. Donc on savait qu'on avait un cap où on se disait que, un, on ne pouvait pas tenir ce rythme dans la durée, et deux, qu'il y avait aussi un cap qui était un peu mathématique, c'est de se dire quand j'ai plus de temps dans ma semaine, ni Flo ni moi, bon bah en fait on peut plus encaisser d'euros supplémentaires. Donc c'est là où tes réflexes de te dire bon bah soit tu augmentes tes prix, soit tu recrutes des équipes pour pouvoir dispatcher, commence à arriver. Sauf que c'est quand même très tôt, tu vois, tu as 4-5 mois, tu as déjà du flux. On n'avait pas du tout l'option de nous dire qu'on allait dire non à certains clients. On avait un peu la volonté de nous dire que n'importe quelle demande, on allait y répondre, qui était un choix. Je ne sais pas si c'était le meilleur ou pas, mais en tout cas, ça nous a permis de pouvoir avoir beaucoup d'exemples, beaucoup de contenu à proposer à nos clients. Et nos clients, s'ils étaient contents, bah, ils les rediffusaient sur les réseaux. Donc, ça nous ramenait du business. Donc, on a senti ce cercle vertueux assez rapide. Mais donc, rapidement, on s'est dit, il faut qu'on fasse un choix. Et le choix était tout de suite de recruter des personnes. Donc, on a au démarrage, et comme beaucoup de boîtes, recruté des personnes en freelance, mais qui étaient quasiment comme de l'interne. Tu vois, les mecs bossaient quasiment full time chez nous. Donc, ça, il y a précursion, il y a prescription, c'est bon, c'était il y a plus de 5 ans. On ne le fait plus. Mais voilà, donc on a commencé à recruter un peu de monde sans forcément avoir, tu vois, vraiment de bagou entrepreneurial. Parce que moi, j'avais monté des boîtes, mais on avait été maximum 3-4 dans la boîte. Là, même pas 6 mois, on était déjà 5 ou 6 avec des stagiaires et des freelances. Mais tout de suite, on commence à avoir cette dynamique de groupe, tu vois, qui commence à s'installer. Et avec vraiment des personnes qui avaient dans leurs yeux ce why qu'on combattait, qui est on démocratise l'accès à la vidéo et fuck les agences qui facturent trop cher. Je sentais que ça permettait d'embarquer énormément de personnes avec vraiment une espèce de mercenaires, tu vois, des gens qui étaient là en mode mais let's go, tu vois. Et on s'est rendu compte, donc on tenait un truc qui était vraiment, vraiment cool. Et donc, rapidement, on doit commencer un peu à s'éduquer, à devenir de vrais entrepreneurs en se disant bon, bah, comment on gère notre flux. Parce que pour l'instant, c'était à l'arrache totale, hein, le bordel. On recevait les mails, on facturait avec un outil un peu merdique au démarrage. Tout était un peu bricole. Donc, rapidement, on a quand même dû s'éduquer en se disant attends, là, on va devoir passer tout de suite une step. On a un potentiel de croissance qui est important. Donc, réfléchissons à comment le gérer. Et donc, du coup, d'internaliser, de recruter des gens, ça a été un des premiers moves et un des premiers leviers. Et le second, c'est de se dire que cette offre à 1000 euros était un excellent produit d'appel. On savait que ça séduisait des gens. On s'est posé la question de se dire comment est-ce qu'on arrive à pouvoir aller vendre un peu plus cher. Et rapidement, ça, on a eu ce réflexe de dire à nos clients, pour 1000 euros, vous avez ça, mais pour 1008, vous pouvez avoir ça de supplémentaire. Et ça fait toute la différence. Et on s'est rendu compte qu'assez facilement, on arrivait à ce qu'on appelle upsell nos clients, donc à vendre un peu plus que ce qui était le produit initial. Et donc voilà, on a commencé à lancer cette dynamique pendant les 5-6 premiers mois, se structurer, donc commencer à gérer, à avoir quelques outils en interne, un CRM, un outil de facturation qui était voilà, un peu plus structuré qu'un truc un peu à l'arrache, qu'un Excel qu'on faisait au démarrage. Et voilà. Donc je sais pas trop. Il y a tellement de choses qui se sont passées rapidement que je m'arrête là sur la phase de 5-6 mois. Bah, 5-6 mois, tu as beaucoup de demandes, donc que de la demande entrante. Des clients qui étaient contents, mais certains qui l'étaient peut-être un peu moins parce qu'on a géré beaucoup de volume. Des équipes qu'on recrute et qu'on met dans la dynamique assez rapidement. Donc un peu cette espèce de... On était un peu les loups de Wall Street, tu vois, de la vidéo en mode let's go à 300%. Moi, j'avais mon autre boîte en parallèle. Pendant 3-4 mois, je gérais les deux activités. Jusqu'à assez rapidement, je crois au bout de 4 ou 5 mois, totalement arrêté tatami. J'ai essayé de mettre un CEO, ça n'a pas marché. Bon, bref. Et me concentrer sur Com à 200%. Et voilà, en gros. Ok, ok, ok. Je vais rebondir sur ce que tu as dit dans le fait que
tu as commencé à upsell tes clients. Qu'est-ce qui a changé entre maintenant, enfin entre avant, pardon, où tu commençais à avoir à structurer tes offres, Ouais. et maintenant où j'ai l'impression que vous faites que du sur-mesure, Ouais. j'imagine. Ok. Euh, à quel moment tu as fait la bascule? Pourquoi tu as fait la bascule? Et aussi, euh, à- à- pour toi, c'est quoi un peu la limite et les avantages de ces deux modèles, tu vois? Du modèle de standardiser De ou du standardiser, ou parce du que tu vois, sur-mesure? on dit souvent que la standardisation, c'est une étape importante pour scaler, tu vois, Ouais. ce qui est vrai. Mais est-ce que aussi en vidéo, justement, au bout d'un moment, tu n'arrives pas à certaines limites, tu te coupes pas à certaines prods qui sont immenses, à certains clients qui sont immenses, justement. Et à contrario, qu'est-ce que ça apporte d'être 100% sur mesure? Est-ce que ça apporte pas énormément de chaos dans ta boîte aussi? Voilà. Ouais, bah, je pense que de standardiser, c'est quand même méga compliqué parce que même si tu vois, t'as une manière de faire en interne qui est standardisée, c'est-à-dire la gestion du brief, elle va se passer comme ça, nos créas, elles vont se passer comme ça, donc tu as un moyen d'automatiser certaines choses, mais la réalité, c'est que ton client qui a l'offre à 1 000 euros, que ce soit un client A, B, C ou D, ce qu'il va mettre en avant va être différent, donc comme ce qu'il va dire est différent d'un client à un autre, bah, ton accroche va être différente, donc en fait, ça a été méga dur de vraiment réussir à créer des standards totalement similaires d'un produit à un autre. Donc nous, on s'est rapidement rendu compte que c'était en interne qu'il fallait qu'on passe le moins de temps possible pour délivrer un contenu A. Donc quand avant, sur une vidéo à 1 000 euros, on passait 3 jours, notre objectif, c'était d'en passer plus que 2,5, puis 2, puis 1,5, et c'était comme ça qu'on arrivait à marger davantage. Mais la réalité, c'est qu'on n'a jamais vraiment réussi à créer de vrais standards sur lesquels tu peux vendre, enfin, tu sais, du récurrent, typiquement du récurrent, tu vois. Euh, donc on l'a jamais vraiment fait. Donc on a toujours été un peu sur du sur-mesure en vrai, mais avec des vidéos qui se ressemblaient et avec Mhm. vraiment, tu vois, une signature qui était voilà, les fondateurs qui prenaient la parole face cam, toujours avec de l'humour. Ça, on a gardé cette signature qui nous caractérisait bien, qui nous permettait de sortir du lot. Parce qu'on est quand même dans un océan rouge, il y a beaucoup de concurrents, donc il fallait réussir à avoir notre petite patte à nous, et on venait nous chercher pour ça. Mais pour répondre à ta question, du coup, on a toujours été sur cette logique un peu de Mhm. sur-mesure. C'est simplement que pour pouvoir croître, il fallait qu'on marge plus. Pour pouvoir marger plus, il fallait soit qu'on fasse plus de volume, mais c'était compliqué sur ce modèle, enfin sur ce positionnement de prix, soit augmenter nos prix. Sauf que tu peux pas augmenter tes prix comme ça, tu vois, en disant bon bah c'est plus 1 000 euros, en fait c'est 2 000 les gars. C'est juste se dire bon bah qu'est-ce que tu fais de plus qui va te permettre de justifier un prix plus important et toi de générer une marge plus conséquente. Et donc ça, on a commencé à le réfléchir en se disant qu'on allait augmenter la gamme de la qualité de nos caméras, de nos outils, ensuite d'ajouter un petit peu de motion design et ou de VFX. Donc tout de suite, ça a étoffé les contenus vidéo jusqu'à assez rapidement finalement décrocher une demande qui a fait toute la diff, qui a été qui a été Merci Andy, je sais pas si tu te rappelles, c'est les gels Ouais, et tu étais hydroalcooliques là. acteur aussi dedans, non? Non, Non, c'est pas celle-là? Ah ça non. c'était Nutri, un truc Ok, d'accord. que Parce j'avais que je me fait. souviens d'une des premières vidéos où tu étais acteur après le lancement de la vidéo. Ouais, Je t'ai vu acteur dans certaines vidéos, je me souviens. peut-être, ouais, Mais, bah, fallait, mais... quand tu pouvais pas payer d'acteur ou autre, je c'est me disais ça. bon, allez hop. Mais ouais, merci Andy, je me souviens très bien. Ouais, 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 ok. bah, ça, tu vois, comme quoi, dans la vie d'un entrepreneur, que tu sois freelance ou pas, c'est important le timing et aussi le facteur chance. C'est que là, on a donc Louis, le fondateur de Merci Andy, qui est une super boîte qui fait en gros des gels hydroalcooliques, mais hyper sexy, Mm. qui était dans une phase qui a explosé pendant le Covid pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, et qui m'appelle en me disant, écoute Harold, je suis chaud, on a un spot télé à faire, je suis chaud que tu le gères. On a que, je crois que c'était 15 000 euros de budget pour un spot télé, c'était quand même un peu Mm. chaud. Mais pour nous, 15 000, c'était une dinguerie. Et elle dit, est-ce que vous êtes chaud de le faire? Donc, on a décidé de le faire, bien sûr. On a gagné, je pense, absolument 0 euros, mais on savait que ça allait être l'opportunité pour nous de montrer qu'on pouvait monter sur des spots télé, donc des budgets plus importants. Et donc, on a saisi ça. On a fait une vidéo qui était incroyable, vraiment. Mm. Merci Andy explosait parce que Covid, etc. Donc, Merci Andy était vraiment mis en lumière. Donc, nous, par ricochet, on a bénéficié d'énormément de visibilité. Et là, assez naturellement, on a commencé à avoir de la demande pour du spot télé, pour des contenus avec des budgets à 5 000 6 000 euros. On s'est compris, on s'est rendu compte, et ça c'était intéressant dans notre croissance, que quand avant on disait qu'on faisait des vidéos à 1 000 euros, les demandes forcément c'était des gens qui avaient des budgets à 1 000 euros. Quand on a commencé à un tout petit peu moins parler de cette fameuse offre à 1 000 euros, mais juste de parler de l'humour et de tous les autres aspects qui nous caractérisaient, en fait il y avait des gens qui venaient avec des besoins en nous disant bah, j'ai besoin de faire des contenus. Et rapidement on s'est dit bah, donnez-nous vous votre budget, et nous en fonction de votre budget on va vous dire ce qu'on peut faire. Et donc c'est là où on s'est dit qu'il y avait des gens qui nous disaient bah, j'ai 3 ou 5 000 euros. Donc tu vois, on a pu ouvrir les discussions et Mm. sortir de ce spectre des 1 000 euros qui finalement était un peu un cadeau empoisonné, parce que Ouais. ça a été un super produit d'appel pour sortir du lot. Mais la réalité, c'est que pour sortir de cette image de l'agence pas chère, si tu passes par des raccourcis, bah, ça a été long, tu vois. Ça a été très très long. Donc
le Rex de tout ça, pour être synthétique, quand on se lance et ou quand on veut croître, le premier réflexe, c'est de se dire: «Je vais être moins cher que les autres» et je suis pas certain que ce soit toujours la bonne idée. Nous, ça a été pas mal parce que le timing était bon et parce on a été assez bon, dans la suite de notre aventure pour pouvoir réussir à justifier le fait qu'on allait augmenter nos prix. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut se différencier différemment et que le prix n'est pas le seul levier, de différenciation. Donc voilà. Donc, pour remettre un peu de contexte aussi, nous, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était sur un gros shooting. Ouais. Shooting pour Yumi Denzel. Donc, la vidéo depuis est sortie. Euh, Moi, c'est un shooting qui m'a vraiment impressionné parce que voilà, même toi, tu me disais que c'était quand même assez cool pour Com. Ouais. C'était un beau projet. Même si vous en avez fait peut-être des plus gros, j'imagine, mais en tout cas, voilà, il y avait beaucoup de monde, etc. Est-ce qu'on peut prendre cet exemple-là et un peu le décortiquer Mmh. pour qu'on voit un peu comment vous travaillez chez Com? C'est-à-dire, donc je sais que c'est toi qui as eu l'idée, tu m'as dit, et ensuite, voilà, comment cette idée, elle va naître, comment elle va fleurir, et surtout, quels ont été un peu les gros enjeux d'une vidéo comme ça. Donc pour rappel, pour les gens qui nous écoutent, 40 figurants, on était combien en régie? 20? Il y avait 40 candidats, il y avait une vingtaine de personnes de l'équipe. Ouais, ouais, je pense on devait être au total, ouais, peut-être 60, entre 60 et Voilà, 70 il y personnes, quoi. avait 8 cadreurs. Ouais, Ouais, donc les micros, il y en avait, plein, plein, plein partout sur partout. la table, c'est un truc de fou. Donc voilà, est-ce que tu peux décortiquer un petit peu ce OK. projet? Ouais. Je prends une seconde pour juste, heu, donner du contexte sur pourquoi est-ce qu'on a lancé, Mmh. ce format. Parce que c'est un point qui est important parce que finalement, c'est une nouvelle forme d'entrepreneuriat. Là, c'est un nouveau moment de vie de ma boîte. Donc pendant 5 ans, je prends vraiment le raccourci, on fait plein de vidéos. Comme je l'ai dit, on a eu des spots télé, on a eu l'opportunité de faire des documentaires, et cetera et très rapidement, on est passé d'un panier moyen la première année à, 1 500 € jusqu'à aujourd'hui des paniers moyens à quasiment 25 000. C'est à peu près notre panier moyen. OK. Donc on a eu beaucoup de clients, qui ont demandé beaucoup de choses différentes et on a proposé pas mal de formats différents, des interviews, des documentaires, et cetera. Donc là, 5 ans passent, quasiment 6, et aujourd'hui, je me pose certaines questions parce que l'IA arrive en Y, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui créent des super contenus et qui sont très challengeants pour nous d'un point de vue pricing, parce que finalement, on est quand même devenu une équipe assez grosse, donc il y a des frais fixes qui sont importants, donc on a des coûts qui sont parfois plus importants que d'autres. Donc, tous ces constats, enfin, surtout l'IA et le marché qui est particulier, me font me re-questionner sur qui on doit être demain. Parce qu'on ne peut pas conserver le modèle historique de Com parce que sinon on est voué à mourir parce qu'en Mmh. vrai notre marché va être challengé de dingue. Ça je pense que c'est important pour les personnes qui nous écoutent, c'est nous dire putain, faut commencer à prendre un peu de perspective dans nos réflexions parce que tout est en train de changer et très rapidement. Donc de ce constat, je me dis comment on peut se différencier et comment est-ce que l'IA peut ne pas être un frein pour nous. Il y a plein de choses pour lesquelles j'ai réfléchi, et notamment un sujet qui est YouTube, qui est selon moi une plateforme qui est en train d'évoluer, qui est en train de séduire le monde du business, pour faire simple, pour venir sur YouTube. C'est-à-dire que pour moi, LinkedIn va transbahuter sur YouTube, si je prends les grands raccourcis. Et YouTube, pour moi, est intéressant parce que avant qu'il y ait un créateur de contenu qui soit 100% de l'IA et que des gens aient envie de s'abonner à un créateur de contenu qui soit pas réel mais qui soit de l'IA, j'y crois peu. Donc je pense que les gens vont rester attachés à des créateurs, donc Squeezie, etc., plein de créateurs. Et donc je me dis comment est-ce que moi je peux m'implémenter là-dedans, parce que c'est un peu mon bouclier, tu vois, anti-IA, en me disant bah, si j'arrive à prendre de la place sur YouTube avec des créateurs, a priori, il y a un potentiel de croissance qui est Mmh. important. Et donc je me suis posé en me disant que j'avais un réseau qui était important, assez important, qui me permettait de pouvoir discuter avec des gros youtubeurs. J'ai une qualité de production et la possibilité de pouvoir mettre mes équipes pour faire des prods qui sont quand même très costauds. Et le troisième postulat, c'est qu'il y a beaucoup de créateurs qui ont plein d'abonnés, mais qui font pas des formats de ouf sur YouTube. Ils sont très bons en termes de, tu vois, de créa, ils font des formats qui sont top, mais je pense qu'on peut les emmener sur un niveau d'au-dessus, comme un Squeezie le fait avec des prods de dingue, tu vois. Mmh. Et donc, tout ça étant là, je me suis dit, je vais contacter des gens dans le milieu du business parce que je suis certain que, encore une fois, YouTube va être dans le business. Et donc, finalement, il y a peu d'acteurs. Et donc, assez rapidement, je me suis dit que Yomi était un YouTuber intéressant. Je lui ai dit, Yomi, je te mets sur pied un format qui sera encore mieux que tout ce que tu as, eu sur ta chaîne. Et je m'occupe tout de A à Z. Tu ne payes pas un seul euro. Et tu poseras en gros tes fesses le jour J. Et c'est toi qui tournes. Et moi, je m'occupe de tout le reste. Et moi, derrière, bah, j'ai un business model où je vais trouver des sponsors. Et on va y venir après pour pouvoir mettre le projet sur pied, pour pouvoir me payer et gagner de l'argent.
et tout le monde est gagnant. Yomi a une super qualité de prod sans travailler. Moi, je gagne des sous et c'est top. Et en plus, j'ai un nouveau contenu qui montre que Com est en train de s'installer sur YouTube et que potentiellement, les marques demain qui vont vouloir aller sur YouTube vont me contacter moi pour pouvoir mettre sur pied leur émission. Donc tout ça, c'est le contexte, mais qui est important pour vraiment Ouais. comprendre. Et donc maintenant, je réponds à ta question qui est un peu... Désolé, mais c'était important, je T'inquiète, pense. normal. Donc pour mettre ce projet sur pied, il a fallu avoir l'idée. Donc ça, c'est moi qui ai ce rôle de créa que j'ai encore chez Com pour plein de clients, c'est mettre un peu de jus de cerveau sur quels sont les formats qui peuvent être cool. Donc là, j'ai réfléchi à pas mal de choses, à créer ce qu'on appelle de l'infotainment, c'est partager de l'info de fond avec des trucs qui sont intéressants, mais avec des formats un peu à la MrBeast. Ensuite, c'est trouver des fonds pour pouvoir financer le projet. Donc là, je me suis dit, comment est-ce que je peux trouver des fonds? C'est en trouvant des marques. Et comment est-ce que les marques vont mettre de l'oseille? Parce qu'il faut quand même en mettre pas mal, hein. Le format, il a coûté 100 000 euros, le format de Yomi. Comment tu trouves des sponsors? C'est que tu vas les mettre suffisamment bien pour qu'ils se disent, je justifie de mettre 25 000 euros, qui était le montant d'un sponsor. Donc là, je me suis dit, je vais les mettre en tant que membre du jury, parce qu'en étant jury, ils vont forcément être valorisés sur la chaîne de Yomi, donc être vus. On va mettre leur boîte dans les épreuves qu'on va réfléchir, parce que ça va permettre de pouvoir valoriser leur entreprise, mais sans pour autant déroger à la vibe de l'émission. Et ensuite, c'est gérer toute la partie production avec mes équipes qui, eux, le gèrent bien mieux que moi. J'ai vraiment mon directeur de prod qui a tout géré de A à Z, qui a été incroyable, donc qui a géré les cams et autres. On s'est mis d'accord sur la vibe qu'on voulait, tu vois, et nous, on voulait se rapprocher de MrBeast. Alors, on est 100 000 euros, pas 100 millions, donc c'est quand même pas exactement pareil. Mais voilà un peu comment ça a fonctionné. Donc, c'est avoir l'idée, séduire Yomi en disant est-ce que t'es chaud? Une fois que j'ai Yomi, c'est plus facile de pouvoir aller voir les marques en disant écoutez les gars, vous allez être sur la chaîne de Yomi. Et ensuite, c'est un rôle de sales c'est un rôle de sales en vrai, parce que tu vois, c'est assez ballsy en vrai de faire un format comme ça. Peu de personnes l'ont fait. Donc les marques qui m'ont fait confiance, c'est parce que elles ont été séduites par le projet et parce qu'elles m'ont fait confiance, tu vois. Et la réalité, c'est que ce premier format n'a pas cartonné autant qu'on l'aurait souhaité. Tu vois, on va terminer à 100 000 vues, je pense, d'ici 3-4 mois, alors qu'on pensait en faire le double de 100 000. Donc voilà, bref, je t'ai fait Ok. l'overview un peu de tout. Ouais, je vais rebondir là-dessus parce que c'est assez intéressant. Donc, c'est trop cool que tu dises que tu as envie de prendre un peu ce parti pris d'infotainment. C'est ça que C'est tu ça, dis? Ouais, exactement. C'est chaud à dire, mais c'est ça. Ouais. Donc voilà, de prendre ce parti pris-là. Et du coup, je vais te poser une question qui revient un peu aussi sur tous les formats que tu as pu faire chez Com. Comment tu as vu les demandes évoluer en termes de format? C'est-à-dire, tu as commencé du coup avec par exemple des vidéos de lancement de start-up. Ouais. Et aujourd'hui, tu finis avec un format pour Yomi. Ouais. Comment tu as vu les demandes de format évoluer et comment tu as vu ce marché évoluer? Par quel format t'es passé? Sur quel format tu as décidé de ne plus aller peut-être parce que c'était plus possible? Mhm. Et donc là, tu viens de répondre au fait que tu as envie d'aller chercher ce nouveau format. Mais voilà, comment tu as vu évoluer ces formats-là? Alors là, il y a 1000 en vrai, même si c'est que 3-4 questions, il y a plein de choses à dire. Si je reviens sur l'évolution des formats, en vrai, tu as deux manières de voir les choses. Soit c'est la manière dont, c'est ce que tu promeus sur les réseaux qui fait que la demande est en adéquation avec ce que tu promeus. Si je dis que je fais des interviews, les gens qui vont me contacter, c'est les gens qui veulent des interviews. Soit je dis je suis co, mais je fais de la vidéo, et c'est en fonction des besoins des gens que tu vas découvrir les besoins, tu vois, des personnes. Moi, c'est le parti pris que j'ai eu, c'est de me dire on fait de la vidéo qui est belle et qui est qualitative et qui va chercher de la performance. Et en fonction de notre communication, on va voir quelles seront les demandes. Et donc, on a eu de la demande de spot télé, on a eu de la demande de documentaire, on a eu de la demande de tellement de choses qu'on a testé et on a appris en faisant, tu vois. L'évolution des formats, elle a été assez en lien avec le marché. Tu vois, en ce moment, on a beaucoup de demandes qui sont en lien avec la marque employeur. Donc, c'est comment est-ce qu'on se rend séduisant pour réussir à recruter des gens. Parce que les mentalités évoluent, le monde du travail évolue, etc. Donc on a vu qu'il y avait beaucoup de formats qui allaient dans ce sens. Donc en vrai, côté com, alors à ces démarrages, on a eu des demandes ultra variées. Les sujets qui sont très rentables, c'est les petits contenus type interview et autres sur lesquels finalement ta marge elle est quasiment de 100% puisque c'est des gens que j'avais en interne que je mettais en tournage et qui montaient. Donc ça, c'est des produits qui sont très rentables. Les produits qui le sont moins, c'est les spots télé. Parce qu'on n'a jamais réussi à avoir le spot télé à 1 million d'euros de budget. Tu vois, on a eu au max 100, je crois que c'était 150 000 qu'on a eu, qui était top. Donc tu dis, putain, 150 000, c'est game changer. Sauf que la réalité, c'est que quand tu cumules l'intégralité des coûts, il te reste plus grand-chose à la fin. Donc c'est des sujets sur lesquels on va un peu moins. Ou en tout cas, quand on y va, c'est parce que nos niveaux de marge sont suffisants, mais c'est plus forcément le truc sur lequel on va faire un focus. Les documentaires, ça c'est un vrai sujet sur lequel il y a des sous à faire. Typiquement, on a fait un documentaire pour LVMH qui lance un programme. C'est comment est-ce que tu as fait un documentaire de marque, donc implémenter une marque dans un docu un peu plus global qui roule plutôt bien. Et
Et les formats dont on est à l'initiative, nous, typiquement YouTube, bah ça, c'est à nous d'aller voir les marques pour leur dire est-ce que vous êtes chaud. Donc, bref, l'évolution des formats, ça a été vachement varié. On a fait un milliard de choses. Le règle, c'est de se dire des formats qui sont parfois des petits budgets, c'est ceux qui peuvent être finalement le plus rentable. Il faut faire attention à ne pas se laisser séduire par les gros montants financiers qui, finalement, après tout l'effort que tu mets, te laissent pas les plus gros niveaux de marge. Et les nouveaux formats sur lesquels j'ai envie d'aller, donc j'ai parlé du YouTube et j'ai parlé du live aussi. Enfin, j'ai envie de vous parler du live, qui selon moi est un gros levier aussi. On voit que l'explosion du live arrive, tu vois, les animes, etc. Et Ouais, les gens commencent à kiffer le ouais. stream. Donc ça, c'est un peu le monsieur et madame tout le monde qui regarde le streaming. Et en règle générale, ce qui arrive dans le milieu du business, ça arrive quelques années après, ce qui a très bien fonctionné Mmh mh. dans le mass market, tu vois. Donc du coup, je suis assez convaincu que le live va arriver dans le milieu business. Et donc, on commence un petit peu à creuser ce sujet. Et pareil, je pense pas que l'IA va pouvoir remplacer les gens qui font du stream. Donc voilà, comme ça te permet de comprendre un petit peu l'intégralité des formats sur lesquels on est allé, sur lesquels on a envie d'aller demain. Et voilà. OK, OK, super intéressant. Je vais te poser la même question que je t'ai posée là, mais du coup, côté, plutôt acquisition, pour compléter un peu tout ça et Ouais. qu'on puisse comprendre. Donc là, on a parlé d'évolution des formats, les formats que tu allais chercher, que tu as envie de chercher, que tu as, là où tu fais moins de marge, et cetera. Et du coup, c'est une question qui est un peu, en relation, c'est, comment ça se passe l'acquisition, chez Com aujourd'hui? Est-ce que c'est quasiment que de l'inbound et avec ta marque perso, et cetera? Ou est-ce que du coup tu as structuré, une équipe, pour ça? Et surtout, quel type de client maintenant tu as envie d'aller chercher? Hem et et voilà quoi. Donc c'est un peu la même, question que je t'ai posée avant, Ouais. mais plutôt du coup, orientée acquisition parce qu'après on va avoir des questions un peu plus, pour nos amis freelance, qui ont Ouais, envie de gagner des clients donc c'est pour faire carrément. la transition, tu vois? Bah, on a trois leviers d'acquisition pour avoir des clients. Le plus important, c'est l'inbound, comme tu l'as dit. Donc, c'est on communique sur nous, nos clients, et on le fait avec humour. Donc, ça nous rend visible sur LinkedIn notamment. Et donc là, on a des gens qui nous disent je suis chaud de venir bosser avec vous. Donc, ça, c'est le premier levier. Le second levier, c'est la recommandation et la rétention de nos clients. Donc, la rétention, c'est à quel point ton client reste client chez toi. Parce qu'on a souvent ce réflexe de se dire pour croître, il faut que j'ai plus de clients. Moi, le conseil que je donne, c'est pour croître et le moins de clients possible, le moins de nouveaux clients possible, mais essaye d'aller chercher du business dans tes clients existants. Hyper important, parce que quand tu as un nouveau client, il faut l'éduquer, il faut lui faire comprendre ce que tu fais, tu vas apprendre à le connaître, tu as tellement de zones de flou que tu perds beaucoup de temps, donc beaucoup Mmh. d'argent. Alors qu'un client qui a été satisfait une fois et chez qui tu vas travailler régulièrement, tu gagnes beaucoup plus de sous. Lui est content parce que tu fais un super taf. Donc c'est un point qui est à ne pas négliger, c'est d'avoir tes clients en rôle d'ambassadeurs qui vont à la fois rester chez toi et qui vont aussi te faire de la recommandation. Moi, j'ai plein de clients qui me disent ouais, c'est ton client X qui m'a parlé de toi, je suis chaud de faire de la vidéo avec toi. Donc c'est un peu en lien avec le premier, mais c'est vraiment un focus sur la rétention client. Et le troisième, c'est de l'acquisition un peu en outbound, donc c'est aller chercher du business. Et là, c'est exactement ce qu'on a fait avec Yomi. C'est moi qui vais identifier des marques pertinentes pour des formats, qui vais les contacter, donc LinkedIn souvent, en disant écoute, j'ai un format pour toi, j'aimerais pouvoir en discuter, viens, on prend 5 minutes. Et là, je fais que des messages personnalisés. Il n'y a pas de mass mailing, de Mmh. trucs bonjour X et tu remplaces X par le nom de l'entreprise, tout ça. Moi, j'y crois beaucoup moins. C'est un truc sur lequel je suis très sharp. Donc, c'est une ou deux phrases max. Un truc qui est en lien avec eux et rien que eux. Donc, il n'y a pas un monde où ils peuvent se dire ouais, c'est un message copier-coller. Mmh mh. Et je joue vraiment sur la qualité plutôt que la quantité. Et voilà, ça, c'est nos vrais trois gros leviers d'acquisition client OK. aujourd'hui. Donc en tant que fondateur, tu encore une bonne partie sales quoi, Ouais. énorme, Énorme, ouais. mon taf, il a, je dirais, si tu enlèves mon côté CEO, donc à gérer l'interne, mes équipes, Mmh. etc., donc c'est quand même une grosse partie Ouais. de mon job, tu as la partie commerciale, Mmh. tu as la partie créative, donc je suis encore sur beaucoup Mmh. de formats pour essayer de proposer des choses, et sur la partie communication, c'est comment est-ce Ouais. qu'on arrive à faire des coups de com qui nous permettent de pouvoir nous rendre visibles et donc générer du business. Donc c'est ça encore mes grosses missions et actions. Mais donc du coup, le point important, c'est pour les personnes qui nous écoutent, c'est trouver des clients en essayant de vous rendre sexy. Donc identifier des réseaux sur lesquels vous pouvez réussir à prendre de la place. Donc c'est soit des réseaux existants, mais quand ils sont déjà existants, bah, il y a beaucoup de concurrents, donc c'est dur de faire sa place. Et où c'est d'identifier les futurs réseaux qui vont soit émerger, soit qui sont en train d'évoluer. Tu vois, un Twitch, Mmh. je suis assez convaincu que dans 1 ou 2 ans, le milieu du business va s'y intéresser. Donc peut-être que c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à faire des lives dans le Ouais. business. Tu auras peut-être que 3 pélos au début qui vont te regarder, mais la réalité, c'est que si tu es précurseur au démarrage d'un réseau, bah, c'est là où tu arrives à prendre de la place facilement. Et le deuxième conseil que je donne, enfin le deuxième conseil que je donne, c'est vos clients, chouchoutez-les.
demandez-leur ce qui allait, ce qui allait pas, bah, voilà comment vous pourrez faire différemment, et les relancer régulièrement en leur disant: «Voilà, tous les 3 mois un petit café, est-ce que tu as de l'actu? Ce serait bien que tu regardes ça. Est-ce que tu penses que tu peux qu'un format comme ça pourrait t'intéresser?» et cetera. Donc ça permet vraiment de faire du business qu'on sous-estime. Et le troisième, c'est si vous faites de la chasse, de la prospection, privilégiez au démarrage la qualité plutôt que la quantité. OK. OK, trop bien. Bah, écoute, ça fait la transition avec, un espèce de petit, comment on peut appeler ça, en fait? Un espèce de petit jeu qu'on va faire ensemble. OK. Ça va être, voilà, on va enlever nos cerveaux, de personnes qui savent, choper des clients et faire du business. On va, mettre un cerveau de personnes qui débutent, OK. et on va se dire: «OK, comment on fait pour atteindre, ces premiers milliers d'euros, de zéro?» Tu vois? Et on va échanger là-dessus, ça peut être assez sympa. Parce qu'il y a aujourd'hui, il y a plein de façons en fait de gagner ses premiers euros, ses premiers milliers d'euros et être rentable, tu vois? Et vivre sa vie de freelance, tranquillement, ce que beaucoup de gens aimeraient. Toi, tu serais par exemple monteur vidéo Mmh. actuellement. Tu te dis: «OK, il faut que j'aille chercher, allez, on va dire 3 000 4 000 € par mois en tant que freelance pour être, tranquille». Par quoi tu commencerais? Ça va être, sur quel canal te placer? Est-ce que tu te spécialises? Est-ce que tu prends tout? Est-ce que tu vas chercher un angle et un positionnement super sharp ou au contraire, est-ce que tu fais de la masse? Est-ce que, voilà, dis-moi Comment comment tu je ferais? OK. Ouais. Je peux être plutôt filmmaker? Ouais, tu peux, ouais. Ouais, Allez, ouais. je suis filmmaker, donc je tourne et je monte, je suis un peu Vas-y. en autodidacte, Exactement. je me débrouille, OK. Alors donc je regarderai les réseaux sur lesquels je pense qu'il y a un potentiel. Je choisirai Twitch aujourd'hui pour partager de la valeur, de fond, donc un peu business, mais sur Twitch. Donc là, je parle de ma visibilité, donc je ferai ça. Pour ça, j'essaierai de faire un truc avec de l'humour, parce que je pense que Twitch, pour l'instant, c'est du divertissement à fond. Donc il ne faut pas juste être là, en parlant hyper sérieux d'un sujet hyper sérieux. Je pense qu'il faut parler sérieusement, mais avec des formats qui sont plus cool. Donc je ferai bien des potes à WAM pour pouvoir discuter d'un truc, marrant. J'essaierai de créer un rendez-vous tous les vendredis de 19h à 21h, je ferai mon live et petit à petit, peut-être que ça commencera à grossir, mais voilà, c'est là où j'irai, pour pouvoir essayer de faire la diff. Ensuite, pour avoir des premiers clients, alors j'irai sur Malte, bon, toutes les évidences, les plateformes de marque. J'enlève toutes les évidences et je vais sur les moves qui seraient peut-être un peu, plus atypiques. Mmh. Hem, Si ça te dérange pas, parle un peu des évidences. Je OK, pense que c'est pas mal. OK. Ouais, ouais. Bah, plein de plateformes. Donc il y a OK. les Malte et autres qui te permettent de pouvoir trouver du business, à fond. Je posterai sur LinkedIn quoi qu'il arrive aussi, même il y a beaucoup de gens qui créent du contenu. Je posterai sur LinkedIn régulièrement et je posterai avec un seul message pur, enfin clair. Et donc là, si je dois faire l'exercice, c'est de dire, une vidéo qui est belle ne sert à rien. Une vidéo qui fonctionne, par contre, oui. Moi, c'est mon positionnement, je fais ça. Je posterai 3 à 4 fois par semaine, toujours ce même message, avec des formes un peu différentes, mais je ne dirai que ça. Pour que 6 mois après, si on entend parler d'Harold, que les gens se disent: «Ah mais attends, mais c'est le mec qui arrête pas de dire que la vidéo, on s'en fout quand elle est belle, là où je sais pas trop quoi». Il faut que je sois identifiable extrêmement rapidement. Les gens ont besoin de mettre des gens dans des cases, et si t'es pas dans une case, c'est que t'es pas assez, tu sors pas assez du lot. Donc il faut que ce message le martèle suffisamment pour pouvoir Mmh. que les gens viennent vers moi pour ça. Donc je ferai ça. Ensuite, j'irai en proactivité chercher des marques en disant: «Je vous fais votre vidéo gratuitement». Ça, c'est mon hook. Et en disant: «On se détermine juste un KPI», donc c'est un truc qui permette de se dire, oui, ça a marché ou ça a pas marché. Donc je viendrai te voir en te disant: «C'est simple, je te fais ta vidéo gratuit pour de vrai. Si ça fait 10 000 vues, juste je te demanderai 500 ou 1 000 €. Si ça fait en dessous de 10 000 vues, c'est pour moi, c'est cadeau». Donc je jouerai là-dessus en étant certain des gens que je vais adresser qui ont déjà une pocket financière, en étant assez certain des coûts que je fais, parce que le but, c'est pas de se cramer à faire 25 Mmh. vidéos en gagnant zéro, mais en me disant: «OK, attends, les vidéos interview, tout le monde fait que des trucs un peu rincés. Moi, j'ai l'œil pour faire un truc un peu différent, avec un truc, drôle au début qui fait que, bah, tu as plus de chances que ce soit vu. Je sais que voilà, enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais Mmh mh. j'irai sur ce move et sur ce positionnement un peu ballsy de créer du lien et de la rencontre avec quelqu'un. Parce que soit il me laisse l'opportunité de le faire, donc à moi d'être bon pour pouvoir être payé derrière, soit il me dit: «Écoute, non, là, c'est chaud», mais au moins j'ai créé du lien et de la discussion avec cette personne, et c'est après que je pourrais dire: «Bon, bah, écoute, on fait pas ça, mais par contre, ce que je te demande, c'est le prochain appel d'offres que tu fais ou la prochaine, prochain besoin que tu as. J'ai envie de vraiment de challenger l'équipe que tu as actuelle, le freelance Mmh avec qui mh. tu bosses, parce que je pense que j'ai un œil qui est différent, c'est que je fais pas que du beau, moi je fais du performant. Et aujourd'hui, on a besoin de faire de la performance, dans le marché dans lequel on est. Donc je ferai ça. Je décortique vraiment tout, hein, et puis je le fais un peu là, Mmh mh. je réfléchis à voix haute, mais je la jouerai comme ça. Et, et le dernier point, ce serait quand même de regarder.
ce serait quand même de regarder l'IA avec vraiment de l'attention, parce que je pense que comme chaque rupture, tu sais, il y a 3 phases. Il y a, on voit ça de loin en disant: «Mais attends, what the fuck, c'est quoi ce truc?» Ensuite, il y a la phase de questionnement en mode genre: «Non mais jamais de la vie, il y a plein d'emplois qui vont s'arrêter donc non, non, c'est nul l'IA», et ensuite il y a: «Bon, bah, en fait, j'adhère au truc et Mmh. ça fait partie de mon quotidien». Je pense qu'on est encore sur cette phase-là, Ouais. entre le 2 et le 3. Donc ce qui fait que comme on sait qu'on va arriver sur le K3 où les gens ça va être normal, me faire mal, psychologiquement et me dire: «Cette phase 2 je l'enlève, ça va arriver donc je me forme et je fais partie des gens qui vont vraiment pouvoir, proposer de l'IA dans les contenus demain», et d'essayer de me positionner sur ce marché. Parce que finalement j'en ai pas vu tant que ça, tu vois? Des filmmakers qui sont spécialisés sur l'IA, sur des Ouais. contenus, 100 Les IA, graphistes, très il y en a pas accessibles. mal, ça commence. Ouais, parce que Les IA artistes, tu ouais, sais, surtout pour les pubs, print et ouais, cetera. de ouf. Mais effectivement, vidéaste, il y en a pas des Un masses. peu Ouais. moins, tu as VO3 qui est en train Ouais, d'arriver. Pour ouais. l'instant, c'est qu'aux États-Unis, mais tu as quand même moyen de pouvoir creuser. Je pense que d'arriver avec vraiment soit ce discours de se dire le beau, on s'en fout, il faut faire du performant, soit de se dire la vidéo que tu payais 2 000 €, moi je te la fais à 20 €, vraiment, Mmh littéralement. mh, mmh. Par contre, c'est 20 € par mois et tu as 10 vidéos, mais si tu en veux 100, bah, c'est 200 par mois et là, j'essaie de générer du volume. Je pense qu'il y a une place de ouf. Bref, ça permet de voir un petit peu comment je la jouerais, tu vois, demain, si jamais je me lançais et que je voulais faire mes premiers euros, je la jouerais comme ça, je pense. OK, OK, super intéressant. Tu as dit plein de choses, tu as parlé de Twitch, tu as parlé de bosser gratuitement au début. C'était une question que je vais te poser après, mais du coup, tu y as répondu. C'est pas gratuitement, hein. Enfin, pas gratuitement, mais de quand même, envisager de faire des projets pour rien Mais en et fait, le message derrière ça, c'est bien que tu le soulignes, c'est qu'en fait, il faut que 95 des fois, tu sois certain mmh, que tu iras au bout. ouais. Donc en fait, pour moi, c'est la même manière que quand je disais: «Ouais, les vidéos à 1 000 €», c'est un outil marketing en vrai. Parce que la réalité, c'est que jamais de la vie, je te le ferai gratuitement parce que je sais que le deal sur lequel on va serrer la main, je sais que je vais l'atteindre. Tu Mmh. vois ce que je veux Oui, dire? oui, Donc bien sûr. c'est une subtilité parce que sinon c'est trop facile, enfin c'est trop facile. Sinon tu t'y perdras, tu t'y perds vraiment, Mmh. si jamais tu étais 100 gratos, tu vois? Ouais. Oui, tu as parlé de plein de choses. Je t'ai pas entendu tant parler de spécialisation que ça vraiment. C'est-à-dire, donc moi si je devais, faire la même chose que toi, il y a plein de choses avec lesquelles j'étais d'accord et j'aurais, peut-être ajouté ce côté spécialisation. Tu as raison. Aujourd'hui, je vois énormément heu, par exemple, tu vois qui c'est Mathis Fèvre? L'agence Short? Oui, oui, très Voilà, bien. donc lui, Celui qui a les lunettes là, le blond, exactement, ouais. qui a 20 ans, 21 ans et qui Ouais, qui va qui va péter le million, cette année, je pense, un truc trop comme bien. ça. C'est super fou et en gros, lui, il a standardisé ses offres et surtout, il a un vrai positionnement, restauration, tu vois? Pub avec des acteurs et en fait, tu vas le chercher pour ses acteurs, tu vois? Il a un OK, positionnement super, ses acteurs, tu sais, ses vidéos, elles sont, très à l'américaine, filmées au grand angle, c'est très exagéré et cetera, tu vois? OK. Et lui, il a une vraie spécialisation. C'est, je te fais 10 vidéos, sur un ton humoristique, sur un ton un peu frénétique, et voilà, c'est des ads et cetera et à côté de ça, tu as des gens qui font que, de la vidéo dans l'immobilier, tu as des gens qui font que de la vidéo dans les voitures, voilà et moi, j'ai commencé à structurer mon activité en faisant un peu tout et n'importe quoi. Je fais toujours un peu tout et n'importe quoi, tu vois? Je fais autant du podcast que, de la vidéo pour des marques de cosmétiques mais je pense que si je recommencerais dès le début, cloisonner son marché, ça peut permettre d'avancer vachement vite et Ouais. si tu te pètes les dents, tu te les pètes aussi très vite. Donc après tu switches, tu vois? Mmh. Donc voilà, j'aurais, potentiellement, essayé ça, tu vois? Tu Voilà. as totalement raison, en vrai. Et je pense que tu te spécialises soit par la forme, donc par le format, c'est-à-dire que Mmh c'est mh. que du podcast, mais peu importe les industries, mais Ouais. c'est que je suis spécialisé en podcast, soit c'est par le secteur, c'est Mmh. que je peux faire de l'interview, du podcast, du docu. Par contre, je suis spécialisé dans le milieu pharmaceutique, je te dis Ouais. n'importe quoi. Mmh. Effectivement, tu as raison de le souligner. On est dans une ère où il y a tellement de monde que le côté je fais un peu de tout et je suis passe-partout. Je pense que effectivement, tu sors moins du lot que si tu dis je suis expert sur l'IA dans le milieu de la pharmaceutique pour les Mmh. pilules blanches. Je te dis nimp. Mais ça, effectivement, on va chercher au moins cette expertise. Par contre, ça veut simplement dire que si tu es vraiment spécialisé, pour avoir tes premiers clients, parce que c'est le plus dur, parce qu'ensuite, je pense que le bouche à oreille fait vraiment son taf, mais c'est d'être visible et d'être visible, tu vois, et de sortir et qu'on entende parler de toi au démarrage, tu vois. Ouais. Parce que si tu es très spécialisé, putain, avant que le mec qui est intéressé par la pharma et la pilule blanche,
il va falloir être Mmh. bon sur te rendre visible, essayer de prospecter correctement, tu vois. Mais par contre, tu as raison, la spécialisation, je suis Mmh. convaincu que c'est un point important, ouais. Voilà, et le problème, comme tu dis, c'est qu'il y a des industries qui sont quand même vachement opaques avant de rentrer dedans. De ouf. Donc, si tu veux être expert, ouais, justement, enfin, dans la pharma, c'est très chaud, quoi, Ouais, pour ouais, c'est rentrer clair, là-dedans. c'est Une clair. fois que tu es dedans, je pense que tu es bien, Ouais, tu vois? de fou. OK. Et peut-être essayer juste en complément, dans l'idéal, de réussir à avoir du récurrent, de vraiment vendre des espèces d'abonnements. Tu vois, la personne dont tu viens de me parler, pardon, Mathis Fer, ouais. Mathis Fèvre, je pense que c'est très smart parce que c'est 10 vidéos par mois pendant peut-être, enfin, je pense qu'il y a une forme Oui, oui. d'engagement, à mon avis. Mmh. Ça, je pense que c'est le nerf de la guerre. C'est pour s'éviter, et nous, c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui, chaque mois, aller trouver du business, et cetera. Et donc, c'est très énergivore parce que faut continuellement y aller, c'est d'essayer de closer des contrats dans la durée en disant: «Écoute, normalement la vidéo je te la fais à 2 000, là je te la fais à 800. Par contre, c'est 800 par mois pendant un an», et donc d'essayer d'avoir un petit peu de Mmh. respiration. Ça c'est important. Tu as des marques qui le font, hein, c'est ce qu'on appelle des contrats cadres. C'est que Mmh. tu signes un montant à l'année et l'annonceur est content parce qu'il se dit: «Bon, j'ai mon prix, qui est fixé, et je sais que je vais pouvoir avoir un seul interlocuteur et c'est parfait», et nous c'est top parce qu'on sait qu'on a, tant de volume tout au long de l'année. Mais ça, c'est un truc à pas négliger. C'est vraiment de se dire que tu arrives à t'adresser à des clients qui sont prêts à partir sur des engagements, annuels, et ça, ça te permet d'avoir de la respiration de dingue, tu vois? Donc OK. voilà, en OK, complément. trop bien. On va toujours rester dans cette thématique un peu free. Toi, tu as une grosse équipe. Tu as à la fois des gens en interne et des free en support. Donc, je trouve intéressant d'avoir ton point de vue sur, qu'est-ce qui fait, que tu embauches des free? Qu'est-ce que tu vas chercher chez eux? Pour toi, c'est quoi les qualités d'un bon free, peut-être en filmmaker et en monteur? Tu vois, je te laisserai dire. Et voilà, qu'est-ce que tu vas chercher chez des profils comme ça? Et justement, comme on disait, est-ce que tu vas chercher une expertise? Est-ce que tu vas chercher avant tout de l'humain? Est-ce que tu vas, dis-moi un peu tout, voilà. Bah, avant, donc on avait, pris on avait le choix d'internaliser quasiment tout. Donc on Mmh. était plus de 40 dans la boîte. Dès qu'il y avait un besoin, peu importe lequel, c'était géré en interne. Il y a eu plein d'avantages, c'est qu'on était méga rentable parce que du coup, je dépensais beaucoup moins que des freelances qui rapidement, la pocket peut être assez importante, et donc du coup, le fait d'internaliser, en fait, ça me permettait d'être beaucoup plus rentable. La seule limite que j'ai rapidement vue, c'est que, tes équipes, elles peuvent pas être extrêmement bonnes sur tous les sujets. Mmh. Il y a un moment où quelqu'un, est très bon en interview, mais peut-être un petit peu moins sur, du motion design. Je te Mmh. prends des opposés volontairement. Ouais. Mais donc je me suis rendu compte que, on galérait pour certains projets, même si on était rentable, ça prenait du temps, on avait une patte qui était toujours la même, donc ça a des avantages parce qu'au moins tu as ta signature, mais quand ton client veut sortir du lot, être différenciant, je sentais la limite. Donc assez rapidement, on a commencé à externaliser, c'est-à-dire en se disant, on a un mec qui est dans le milieu de la mode, on va aller chercher un réal qui est spécialisé, dans le milieu de la mode, qui a exactement les codes, tu vois, de ces secteurs. Et en l'externalisant, on s'est vraiment rendu compte qu'on avait moins de marge, forcément, mais par contre que le résultat était beaucoup plus qualitatif et collait beaucoup plus à ce qu'attendait le client. Donc ça, c'est le premier constat, c'est de me dire: «Putain, quand tu as vraiment besoin d'avoir une expertise dans un secteur précis, le freelancing a tout son intérêt et son avantage». Et le deuxième constat aussi, ce qui fait qu'on est passé de 42 à 25-26 aujourd'hui, donc c'est quand même drastiquement moins, c'est parce qu'on est dans un marché, très instable en ce moment. Tout est en train de se redéfinir, donc d'avoir des charges fixes trop importantes, c'est-à-dire 40 salaires à payer versus en avoir plus que 25, c'est plus en adéquation, je pense, avec le marché, parce que c'est très saisonnier. Enfin, je sens une saisonnalité Mmh. chez nous, là où tu vois, tu as des moments où on cartonne, des moments où c'est un peu plus timide. Donc, d'éviter d'avoir des charges fixes trop importantes a des avantages. Donc de ces deux constats, ça nous a vraiment positionné sur un modèle où on va chercher de la compétence en extérieur. Et c'est franchement vraiment très cool. Et ça répond, et tu vois, ça souligne le fait que tu m'aies dit, et tu as bien fait de le souligner encore une fois, qu'il fallait se spécialiser. Parce que quand on va chercher des free, on cherche de l'expertise. On cherche très rarement un mec qui fait un peu tout, tu vois. Là, on a externalisé auprès d'un mec qui était motion designer. Il était pointu sur les SaaS, donc c'est les outils Mmh. SaaS. Ouais. Il était vraiment expert sur ça. On allait prendre lui parce qu'il était expert sur ce sujet. Et donc moi, je construis mon prix en fonction de combien il va me prendre et combien moi je le vends au client, et j'essaie de faire mes marges dessus, tu vois. Mais voilà, et comment est-ce qu'on trouve des freelances? Par bouche à oreille, par LinkedIn. On a beaucoup de demandes entrantes par LinkedIn de freelance aussi. On a fait deux trois coups de com cool en disant qu'on recrutait plein de freelance. On l'a fait de manière un peu maligne et ça nous a vraiment Mmh. généré du flux de dingue.
Voilà, j'ai essayé de couvrir tes trois questions. Donc, on externalise de plus en plus auprès de freelance, on va chercher l'expertise et comment est-ce qu'on les trouve? Par réseau, bouche à oreille, à fond. Voilà, et aussi en étant sur les réseaux, parce que sur Insta, moi, il y a beaucoup de fois où j'ai vu des mecs, des pépites que j'ai découvertes sur Insta et avec lesquels j'ai, tu vois, discuté, échangé et sur lesquels j'ai vraiment trouvé et identifié des talents de dingue et des gens qui étaient, tu vois, sans beaucoup d'abonnés, qui n'avaient pas beaucoup de Mmh. clients, mais qui n'attendaient qu'une chose, c'est d'avoir le potentiel d'un premier contrat pour pouvoir vraiment, tu vois, se exploser. Et il y en a qu'on a fait exploser, enfin qu'on a fait exploser, non, c'est trop prétentieux, mais qu'on a aidé en tout Ouais. cas à générer suffisamment de volume pour eux, parce que quand on a des free, on les fait bosser en Mmh. règle générale quand même assez souvent. Bah, ça leur a permis de pouvoir mettre le pied à l'étrier et d'avoir pas mal de premiers projets, tu vois. On va revenir un peu sur le marché de la vidéo parce que je pense que c'est, en tout cas ce que je sens par rapport aux gens qui débutent, c'est peut-être la chose qui pose le plus de problèmes. Quand tu veux commencer, dans la vidéo, tu te poses, plein de questions, tu as plein de croyances limitantes. C'est-à-dire, il y a déjà trop de vidéastes et trop de monteurs, ce qui est en vrai, il y Mm. en a beaucoup, beaucoup quand Ouais. même. C'est devenu un sujet à un peu une libération un peu, financière, hein. C'est-à-dire que tu peux travailler chez toi, tu peux, c'est un métier passion et cetera, donc il y a beaucoup de gens qui s'y mettent. Tu as l'impression que, voilà, le marché est saturé. Moi, j'ai pas l'impression qu'il soit tant saturé parce que le gâteau grossit énormément aussi de Mm. jour en jour. Est-ce que toi, du coup, en tant qu'agence, tu ressens ça en termes de, peut-être de briefs qui peuvent te enfin d'appels d'offres qui peuvent te passer sous le nez, peut-être un peu plus souvent qu'avant, donc tu vois que tu as plein de gens qui sont là, sur le marché. Voilà, les prix baissent, les freelances, deviennent de plus en plus experts, hem et il y a de plus en plus de personnes, d'acteurs dans la vidéo. Comment tu as ressenti ça? Comment tu as géré ça? Je l'ai ressenti sur nos petits briefs, sur les vidéos à 1000, 1005, sur la petite interview. J'ai senti qu'il y avait des contrats qu'on prenait plus parce que bah, il y avait des freelances qui étaient tout aussi compétents et qui prenaient beaucoup moins cher. Donc c'est pas du tout ce sur quoi nous on veut mettre de l'effort. Nous on n'est pas comme des freelances et c'est pas mieux ou moins bien, c'est juste qu'on est différent. Hein. Les sujets sur lesquels on intervient, le freelance ne peut pas le gérer seul. Donc en fait, c'est juste que quelqu'un qui vient me voir en disant ah mais j'ai vu moins cher auprès d'un freelance, 100% des fois, je lui dirais, c'est juste que vous n'êtes pas à la bonne porte, parce que du coup, nous, on ne fait pas ce qu'un freelance fait. Effectivement, si jamais vous cherchez à passer par un free pour un type de contenu comme de l'interview, passez par un free pour de vrai, parce que ce serait une absurdité de passer par une agence qui peut te faire, enfin, qui fondamentalement a des prix plus importants. Donc en fait, la nature des briefs change parce que les gens savent qu'ils viennent nous voir pour des choses qui sont un peu plus costauds et qui sont moins gérables par un freelance, des documentaires de marque, des projets d'émissions qui sont un petit peu plus costauds, des vidéos, des contenus promotionnels de brand awareness, mais qui sont, tu vois, des budgets aux alentours de 25 000 30 000 euros. Donc ça, un freelance seul ne peut pas forcément le gérer. Et le cumul de freelance, que parfois, il y a aussi ce réflexe de se dire, il y a certains annonceurs qui nous disent, oui, mais si je prends un freelance par-ci, par-là, machin, je leur dis, bah, très bien, mais donc tu auras toute la gestion. Un freelance avec un autre qui se découvre, bah, tu sais pas si ça va fonctionner ou non. Donc nous, la force qu'on a, c'est qu'on a créé des standards. On a tous nos outils et notre maîtrise et notre savoir en interne qui permet de pouvoir monter sur des projets. Donc ça peut être très long comme réponse. Donc pour prendre une réponse qui est courte, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que la nature des briefs, euh, on nous demandait plus des petites interviews à 1000 balles parce que le réflexe d'aller voir le free se fait. Mais donc, du coup, par contre, j'ai pas senti qu'il y avait moins d'argent. C'est que l'argent est alloué différemment. Moi, LVMH, qui fait un documentaire de marque à 150 000 euros, il le fait encore aujourd'hui. C'était un contrat il n'y a même pas 6 mois, alors que le marché, on a l'impression que le marché est en crise ou autre. En fait, pour Mmh. moi, le réflexe de se dire qu'il y a moins d'argent, c'est la facilité pour se réconforter. C'est de se dire, oui, mais c'est la crise, donc c'est normal. En fait, il y a toujours autant d'argent. C'est simplement qu'il est alloué différemment. Et c'est à nous, freelance, agence, de réfléchir aux moves qu'on doit faire pour continuer dans les flux financiers des gens qui ont de l'argent. Et ceux qui ont de l'argent, c'est peut-être un peu moins les startups ou les toutes petites boîtes. C'est effectivement plutôt les comptes qui sont un peu plus importants. Et donc, je viens sur une de tes questions qui était la typologie de mes clients. Moi, c'était une question il y a environ 45 minutes, hein, Ouais. mais j'y réponds maintenant. C'est plutôt de la PME, plutôt du grand compte, Mmh. parce qu'effectivement, il y a plus de ressources financières. Et parce que, et ça c'est important en termes de positionnement avec Home, c'est que moi je veux pas être en concurrence avec des freelances, je veux pas être en concurrence avec Webedia ou Publicis qui sont sur des budgets à 500 000 euros. Moi je suis sur exactement l'entre-deux. C'est j'ai 20-25 000 euros. Les Publicis, si jamais les annonceurs vont les voir, ils vont leur assassiner 500 000 boules. Des freelances ne peuvent pas gérer des comptes comme ça. Donc moi je suis un peu dans une zone, je sais plus comment on appelle ça, mais
je suis un peu seul. Je suis un peu Mmh enfin, mh. rares sont les fois où on est mis en concurrence avec 50 autres agences, tu vois. OK. Donc, ça nous permet de surfer sur un truc qui fonctionne bien, sur un positionnement prix qui nous permet de faire nos marges et pour les clients d'avoir des prix qui sont plus intéressants que des grands annonceurs. Donc voilà, moi j'ai répondu pareil à plein de sujets derrière, mais je pense qu'en tout cas pour synthétiser, il faut aller là où il y a de l'argent. C'est hyper important quand tu es freelance de te dire: où est-ce qu'il y a de l'oseille? Il y a la passion, c'est important. Il y a son savoir, c'est évident que c'est important aussi. Mais il faut avoir les bons réflexes de se dire: attends, où est-ce qu'il y a des sous? Est-ce que c'est dans un secteur? Est-ce qu'il y a plus de sous dans l'immobilier, dans le secteur pharmaceutique? Est-ce que c'est la typologie de boîte? C'est plutôt les PME et grands comptes qui ont de l'argent, donc je vais me positionner là-dessus. Mais je pense que cette espèce de folie de se dire: moi j'aime la vidéo, donc on verra où ça me mène. Je pense que ça fait très artiste et c'est très sympa de le dire comme ça, mais la réalité, c'est qu'à un moment, il faut avoir un positionnement très pragmatique de l'argent est où? Est-ce qu'il y a une profondeur de marché? Ce qu'on appelle une profondeur de marché, c'est est-ce qu'il y a suffisamment de place pour pouvoir aller chercher vraiment des sous? Euh, Parce que finalement, pour vivre de sa passion, bah, faut gagner un peu de sous. Donc, il faut avoir ces réflexes d'entrepreneur au démarrage. Et je pense, et ça, c'est un vrai conseil que je peux donner, c'est qu'on est dans une industrie qui est très artistique et c'est génial. Et moi, je suis fan de ça. Mais il faut faire attention à pas se laisser avoir les réflexes d'artiste. Tu vois, Mmh moi, j'ai mh. trop de freelances qui m'ont dit: «Oui, mais c'est comme ça, c'est beau et c'est ce qu'il faut». Je leur dis: Mmh. «Oh, mais attends, mais enfin, c'est beau, c'est bien, mais la réalité, c'est que là, tu à côté de la plaque. Là, la boîte, elle veut pas un truc beau, elle veut un truc qui fonctionne, qui est performant». Donc je pense qu'il faut être entrepreneur avec des compétences de filmmaker plutôt que d'être filmmaker et de devenir entrepreneur. Je pense qu'il faut être dans des logiques business de se dire comment on gère une boîte, comment on a nos clients, comment on livre bien et ensuite le volet créatif arrive en temps 2. Ouais. Vraiment, je pense que c'est important. Avant, on se disait: «Il faut faire du très beau, très quali» et la suite arrive. Alors qu'en fait, pour moi, aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Je suis un bon entrepreneur et ce volet créatif et artistique, je l'amène après. C'est contre-intuitif. Je pense que beaucoup vont se dire: «Ah mais c'est qui ce pélo, d'entrepreneur, à businessman?» Mais la réalité, c'est que c'est ça qui fait que tu peux, je pense, réussir à durer dans le temps. C'est exactement ce que j'allais te dire en fait, c'est que ouais, z il y a ce réflexe d'artiste de dire aussi, «Moi je fais ça pour, la beauté du truc» et enfin, c'est bien de réfléchir comme ça aussi parce que c'est ce qui t'anime au fond, tu vois? On commence tous, une matière créative aussi parce que ça nous plaît, mais en fait, si t'as pas d'eau pour arroser ton jardin, en fait, au bout d'un moment, ton jardin, il va mourir et tu auras perdu tout ce qui t'a animé parce que tu t'es essoufflé, tu vois? Et effectivement, c'est pas enfin moi, je suis complètement d'accord avec toi et c'est ce que aussi j'aime dire aux gens, que je rencontre, qui débutent, des freelances ou des gens qu'on peut former et tout, c'est, n'ayez pas peur en fait du volet business parce que déjà vous allez vraiment vous y plaire parce que c'est quand même un sport, hein, quand Mmh. même, tu vois? C'est un truc de ouf et en plus, ça va vous faire durer dans le temps et vous allez être fiers de vous, quoi Surtout et qu'il y a en plus le France, c'est choix, un en petit plus. gros mot, le business, voilà et c'est en train de se on se décompl on est com on commence à être bien décomplexé, Ouais. je trouve, mais voilà, effectivement, ouais, faut pas s'essouffler, Ouais, et exactement. puis, et puis je pense que tu as raison. C'est vrai que culturellement en France, il y a toujours un peu, si on prend la vision un peu manichéenne, c'est les Américains, ils idolent les mecs qui réussissent. Et en France, on est plutôt un peu en mode bashing. Donc Mmh mh. tout ce qui est en lien avec l'argent et autres, c'est vrai qu'on a de base un peu de mal. Je pense qu'effectivement, tu as raison, la génération Z et Alpha évolue. Et je pense que là, il y a tellement d'accès à de l'info partout, tout le temps, toujours, que finalement, les standards, enfin, l'envie d'entreprendre et de faire par soi-même, elle commence à se démocratiser de fou. Mmh. J'avais fait une petite vidéo là-dessus en disant que, à mon sens, dans mes prédictions des prochains mois, euh, la génération des futurs millionnaires seront vraiment des gens qui auront moins de 20 ans Ouais. parce que tu peux maintenant t'informer différemment. En fait, les usages sont différents. Tu n'as plus besoin de passer par des étapes en boîte, machin. Tu peux être ce qu'on appelle self-made assez rapidement. Tu Ouais. vois. La compétence, le savoir, n'importe qui peut l'avoir. Raison de plus pour se dire que ce qui fera la différence, c'est celui qui va bien gérer sa boîte plutôt qu'un autre. Parce qu'en Mmh. fait, d'avoir une belle caméra, de bien filmer, d'avoir le bon outil IA qui va te permettre de faire une super post-prod, ça va se normaliser. Donc, ce qui fera la différence, c'est comment tu vas discuter avec tes clients, comment tu vas être un bon sales, comment est-ce que tu vas bien gérer ton interne et que quand tes concurrents vont passer 10 heures sur un projet, toi, tu vas en passer 7. Donc, tu vas permettre d'avoir des prix qui vont être plus intéressants ou gagner plus de sous. Ça, c'est ce qui ferait la différence, je pense, demain. Donc, si demain je devais me former, je me formerais pas à devenir un bon filmmaker, je me formerais à devenir un bon entrepreneur Mmh. et après à savoir faire des super images, etc. Ouais. Je prends des raccourcis un peu volontairement, mais je suis assez convaincu de ce que je dis OK. là-dessus, sincèrement. Et puis,
Tu vois, le côté arty, machin, moi j'en ai, et des potes à WAM qui me disaient non, mais n'importe quoi, je suis arty, ils ont 33 ans, ils gagnent 800 euros par mois, ils sont RSA, et ça, c'est la réalité aussi du marché, Mmh. vraiment. Ouais. Et c'est très sympa quand tu as 22, ça fait très stylé en soirée de le dire. Mais la réalité, c'est que je pense qu'il faut taffer maintenant, dur, fort, de manière maligne, pour que les prochaines années se passent bien. En tout cas, moi, c'est bon. Moi, à 40 ans, j'ai toujours voulu pouvoir me dire que je suis à la retraite, même si j'ai envie de bosser toute ma life. Mais c'est maintenant c'est maintenant qu'il faut aller au charbon comme des dingues, vraiment. OK. Bah, ça fait un peu la transition avec une question que je vais te poser qui va être, un peu l'évolution d'un freelance du coup, qui va être assez intéressante. C'est que, voilà, on a trouvé nos premiers clients, on fait, quelques milliers d'euros par mois. On n'a pas encore atteint le plafond de la micro, mais, on est content parce qu'on vit de notre passion et ça marche, tu vois? Donc déjà, c'est une grosse milestone, Ouais. pour plein de gens, et là, tu te poses la question de, «OK, je fais quoi maintenant?» Parce que j'estime que quand on est, tu me diras si je me trompe, mais je me souviens de moi quand j'étais à peu près à, voilà, 3 000, 4 000, 5 000 € par mois. J'avais pas de process pour trouver des clients. Je faisais un peu n'importe quoi, mais avec de l'intensité, donc ça marchait. Je délivrais pas forcément, tout le temps, très, très bien, mais je taffais comme un fou pour essayer voilà, de faire ça. Et là, tu te dis, «OK, j'ai envie de monter une agence», tu vois? Qu'est-ce que ça implique, donc mes questions, ça va être, pour toi, qu'est-ce que ça implique de passer de freelance à agence? À ton avis, c'est quoi le premier step pour, enclencher ça? Et juste avant, je vais te parler de mon expérience. Du coup, il y a quelques années quand j'ai passé ce step-là, ce qui a changé pour moi, c'est que je me suis formé en business, en fait. J'ai Mhm. pris un coach business qui m'a appris la vente parce que j'étais genre vraiment nul en vente. En fait, je Mhm. j'ai pas fait d'école de commerce, j'ai rien fait du tout. Donc pour moi là, enfin, voilà, je naviguais au doigt mouillé, tu vois? Je me suis fait former en vente et là, en fait, j'ai vu mon taux de closing qui a augmenté de ouf, aussi en setting, tu vois? Donc aller chercher du rendez-vous et ça, c'est ça qui a opéré le switch chez moi. Donc bah, ça je dis ça aussi pour les autres. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses, qu'il faut faire pour, aller, chercher ce modèle agence? De la structuration, de la formation et cetera? Ouais, bah déjà, c'est se poser la question de pourquoi devenir une agence plutôt qu'être en freelance. Parce qu'en free, gagner 5 000 6 000 € par mois en faisant ce que t'aimes, C'est c'est cool. magnifique. Donc Mmh. il y a un moment où pour moi, c'est de se dire, enfin, ça se trouve, c'est ce qu'il faut et rester comme ça. Donc faut faire juste attention à se dire, je pense que le premier move de vouloir faire une agence, c'est un peu une question d'ego et c'est ce que tu as envie de partager sur les réseaux et de dire, ouais, bah, on est une agence, on est une agence. Donc je pense qu'il faut juste se poser la première question, de se dire pourquoi je veux le devenir. Si c'est pour nourrir son ego, ça peut faire, c'est pas quelque chose de négatif, Pas du tout, ouais. mais il faut en avoir conscience. Mmh. Je pense qu'il y a un vrai levier, c'est par rapport aux annonceurs. C'est toujours, à mon sens, c'est un avantage de se dire que tu es une agence plutôt qu'un freelance parce que tu es tout de suite apparenté à quelque chose de plus structuré. Et je pense que c'est plus facile pour toi de closer du business. Mais est-ce que c'est que tu veux devenir une agence, que tu as envie de revendre ta boîte demain? Parce que ça prend des scénarios enfin, c'est tout de suite un scénario qui est différent de celui de se dire je vis de ma passion et je gagne de l'oseille et bien. Donc, faut se poser la question de pourquoi devenir une agence. Ce qui fait que tu deviens une agence, pour moi, c'est juste ton storytelling. Parce qu'en vrai de vrai, c'est pas un certain nombre d'employés qui fait que tu deviens une vraie agence. C'est pas ton mode de fonctionnement. C'est vraiment de se dire, j'ai envie de storyteller mon histoire en disant que c'est l'agence X plutôt que Harold en tant que tel. C'est ça qui fait pour moi que tu crées la naissance de ton agence, c'est le storytelling. Et après, la suite, les process et autres, c'est ce qui va nourrir juste ton modèle. Mais c'est pas forcément la manière dont tu es perçu, parce que c'est un petit peu toi, comment tu gères ta tambouille en interne. Et ça te permet, en étant bien processé, et donc effectivement en se formant à droite, à gauche, en autodidacte, avec des formations, peu importe, de se dire que quand tu faisais 4 000 5 000 € par mois, mais que tu y mettais beaucoup d'intensité, bah, peut-être que tu vas pouvoir en faire soit 7 8 en mettant la même intensité, soit continuer à faire 15 000 5 000 €, mais en réduisant un petit peu la dynamique et l'intensité, parce qu'il faut un peu voir le bordel comme un marathon, parce que ça peut vite être très énergivore. Il y a un moment où tu peux vite te cramer aussi. De faire 4 5 000 € en étant sur une vitesse de croisière, c'est quand même pour moi, enfin, si tu as 22 23 ans, c'est un objectif, enfin, c'est extraordinaire. Ouais, de fou. Ça fait partie des 1%. Enfin, je pense qu'on a tellement raconté n'importe quoi sur l'oseille qu'on a l'impression que quand on gagne 5 000 €, c'est de la merde, que tout le monde en gagne 10. La Ouais. réalité, elle est tout autre. Moi, j'ai beaucoup de gens de chez moi qui sont partis en freelance et qui sont revenus 4 mois après en me disant Harold, en fait, c'est la merde. Est-ce que je peux revenir en CDI parce que freelance, j'y arrive pas? Donc, tout ce qu'on entend à droite à gauche, faut le mettre en perspective. Ouais. Le Faut, SMIC LinkedIn, ouais, faut se calmer, quoi. il faut se demander pourquoi quelqu'un le dit. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un ne fait que de promouvoir ça, c'est pas qu'il fait cet argent, c'est qu'il a besoin de te vendre le fait qu'il a trouvé un moyen de le faire. Ouais, Donc, c'est ça. faut faire quelqu'un qui dit je fais 10 000 € par mois pendant 3 jours ou en un mois.
faut toujours se poser la question de pourquoi. Et quand tu Mmh. creuses, en règle générale, c'est qu'il y a une formation derrière qui est vendue ou c'est qu'il y a plein d'autres choses. Et c'est pas mal, hein, mais c'est juste que faut mettre les choses un peu en Ouais. perspective. Voilà, donc du coup, devenir une agence, je pense que c'est simplement le fait de se dire j'ai envie de structurer une vraie boîte, donc de devenir entrepreneur et de potentiellement aussi avoir une logique de revente de boîte. Parce que tout de suite, une brain, ça s'achète plus qu'une personne. Si Mmh. toi, demain, une personne t'achètera toi parce que c'est ta personne, par contre, elle pourra acheter ta boîte parce qu'il y a une image de marque, parce qu'il y a des process, Mmh etc. mh, mmh. Donc voilà, mais juste, faut pas. Enfin voilà, faut se décomplexer et pas se dire que l'un est mieux que l'autre et se poser les bonnes questions de pourquoi est-ce que tu as envie de le faire ou pas, tu vois? Donc voilà. OK, super intéressant. Ouais, je voyais pas du tout la chose comme ça quand tu as dit une agence, c'est une histoire de storytelling, Mmh. mais en fait, du coup, je trouve ça très vrai maintenant que tu le dis, donc c'est Ouais. plutôt cool parce qu'on en fait, en fait, c'est vrai qu'il y a une vraie envie, je pense que c'est peut-être une envie logique qui vient après le freelancing, hein, de se dire: «Je vais monter une agence». Effectivement, il y a beaucoup d'ego, mais voilà, ce que peut te proposer l'agence aussi, enfin, ce qui peut quand tu deviens agence, ce que tu peux faire aussi, c'est proposer des services, du coup, plus complets, plus gros, plus haut de gamme. Moi, je suis passé de, par exemple, juste faire du montage et du cadrage à, proposer, des packs de contenu avec de l'édito aussi, de la strat, tu vois, par Mmh. exemple. Et ça, mine de rien, c'est pas que je me serais pas vu le faire en free, mais c'est que, j'aurais pas vu à qui je pouvais le vendre en free. Mmh. Alors que quand je me suis marketé en tant qu'agence, j'ai gagné un tout petit peu de crédibilité qui faisait que je pouvais aller C'est sûr. chercher, tu vois, certaines personnes. Donc déjà, ouais, il y a aussi ce côté de dire, je veux monter en gamme, même si y a les freelances haut de gamme, ça existe aussi évidemment, mais je veux proposer un multiservice quoi, quelque Ouais. chose de Après, c'est juste que le réflexe, tu vois, pour moi, si je te fais un parallèle et qui a un exemple qui est assez parlant, je trouve, c'est que souvent, tu as des boîtes dans lesquelles tu as un mec qui est dans une boîte pendant 5 ans, un commercial, qui performe de ouf et qui se dit, bon, bah, il me faut une step d'après parce que je veux évoluer et qui va se dire, le premier réflexe, c'est de se dire, bon, bah, je vais devenir directeur commercial. Et donc, en fait, tu changes fondamentalement la nature de ton job parce que tu es plus sales, en fait, tu vas devoir manager. Et mmh, c'est pas parce que tu es plus ancien ou autre qu'en fait, tu es légitime à faire ça. ouais, Et c'est pareil quand tu es freelance et que tu dis, bon, bah, je veux devenir une agence, que c'est le next move. Euh, oui, mais est-ce que tu as les bonnes compétences pour le faire? Est-ce que tu t'es suffisamment éduqué? Est-ce que tu as suffisamment appris pour pouvoir gérer une structure? Il faut juste pas que, de la même manière qu'un commercial devienne directeur commercial qui n'est pas ce qu'il faut faire, parce que c'est un métier qui est différent, ouais, se dire je suis freelance et ça marche bien, bon, bah, je vais devenir une agence, parce qu'en fait, fondamentalement, c'est un métier qui est totalement différent. Parce que mmh, si on mmh, parle d'agence avec le fait de recruter, de créer des standards, des process et autres, tout ça, ça nécessite d'avoir des compétences qui ne sont pas en adéquation simplement avec le fait que tu as fait 5 ans de freelancing en étant filmmaker. mmh, C'est mmh, des univers différents, donc il faut bien anticiper ça, monter en puissance, apprendre et s'éduquer pour ensuite faire ce move. Mais attention juste à ne pas nourrir que l'ego parce que ça peut vite faire mal. Et j'en vois aussi, hein, des freelances qui ont créé une agence, qui sont associés, ils sont 4-5 et pareil, qui ont explosé en vol un an après, alors qu'ils cartonnaient en freelance solo, mmh, parce mmh, qu'en fait, c'est fondamentalement juste pas le même métier. ouais. Donc il faut bien l'intégrer avant de faire ce move, tu vois. Et puis surtout, tu as, ce qu'on appelle un peu la traversée du désert, tu sais, tu commences en agence, tu commences à faire un peu plus de bif et puis là, tu dépasses, 100 000, 150 000 et tu as une espèce de ouais, tu une espèce de traversée du désert où en fait heu, tu travailles beaucoup, tu as recruté donc tu as beaucoup plus de charges, pardon et hem Heu, la next step, en fait, pour commencer à déjà mieux te payer aussi parce que, voilà, on va pas se le cacher quand tu es jeune fondateur d'agence et cetera, bah, en fait, tu te payes pas forcément très, très bien, bien au contraire, Mm. tu vois? Ça tu as plein de coûts qui arrivent et cetera et du coup, entre passer de jeune fondateur d'agence à une agence qui quand même tourne très, très bien et bah, tu as une espèce de traversée du désert où c'est dur, où, tu dois mettre en place plein de process, où quand tu recrutes, tu te casses les dents parce que, bah, tu pas recruteur à la Ouais. base, tu pas manager à la base non plus. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu cette année, je me suis rendu compte que j'étais pas manager. Ah, c'est J'apprends beaucoup de un autre choses. métier, hein. Ouais. J'apprends énormément de choses et du coup, voilà, est-ce que tu as envie de te mettre dans un moment où tu te prends une grosse vague d'humilité, en fait? C'est-à-dire, c'est comme à la muscu, tu montes des charges et en fait, tu te rends compte que tu es pas si fort et que tu dois te faire des séances pourries avant de devenir meilleur. C'est un très bon exemple, la muscu. Parce que la muscu, c'est très facile de passer de 40 kilos développé couché à 70. Très facile, on s'entend, mais juste pour cette progression, elle est rapide. Mmh, Par contre, de passer ensuite de 70 ou 80 à 85, 87, 90,
Là, c'est les extra miles qui sont plus complexes. Mmh, Et mmh. c'est exactement le parallèle avec ce que tu viens de dire. C'est pour moi, j'appelle ça la vallée de la mort, et c'est réel. C'est de se dire, c'est très facile de se mettre à la muscu, c'est très facile de commencer à pousser un peu de poids et de voir des résultats. Donc, comme c'est facile, beaucoup de gens le font. Donc, toute cette première phase de se dire, moi, je structure ma boîte, je fais un peu d'argent au début, dis-toi que tout le monde peut le faire. Ce qui va faire que toi, tu vas continuer et que tu vas faire partie du pourcentage qui réussissent, c'est que, je reviens sur le parallèle de la muscu, c'est que quand tu as 70, bah, il va falloir passer 3 mois pour que tu arrives à passer à 75. Mmh Tu mh. peux être sûr que 90% des gens auront arrêté. C'est pour ça que d'ailleurs le modèle des boîtes des salles de sport marche très bien, c'est qu'ils savent très bien que tu as plein de gens qui s'inscrivent mais qui arrêtent parce qu'ils voient plus de résultats imminents. Bah, c'est là où tu dois être bon, c'est là où tu dois continuer à tabasser, c'est là où tu dois continuer à travailler davantage, parce que c'est là où tu feras vraiment la différence et que tu iras dans ce nouveau cap des gens qui auront mis beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'intensité et qui vraiment pour le coup ont passé un nouveau palier. Et pour moi, tu as, des systèmes de crans. Tu as des moments où c'est dur de monter un cran, mais quand tu l'as cranté, en fait, quoi qu'il arrive, ça descendra pas en dessous. Et ça, c'est la manière dont tu vois le travail, la manière dont tu pilotes ton entreprise, la manière dont tu structures tout ça. Tu vois, comme la muscu, moi pareil. La muscu, j'ai arrêté pendant hyper longtemps. Les 80 kilos, je les ai crantés. J'ai arrêté pendant 6 mois ou un an. Je pensais que j'allais jamais y arriver. Directement, c'est revenu. C'était un espèce de truc qui fait que c'est bon, ça, j'ai réussi à le caler. Et je pense que c'est la même chose avec le business. Donc voilà, cette fameuse vallée au moment où ça va être très très dur parce qu'il faut l'anticiper, c'est là où tu peux faire toute la différence, vraiment. Et c'est là où il faut faire l'extra mile. Et c'est là où finalement les très bons restent. Et voilà, et c'est juste qu'on est tellement biberonné à la réussite et au succès immédiat, à la réussite de tout le monde, que tu te dis, putain, il faut que ça m'arrive tout de suite et maintenant. Mais la réalité, c'est que c'est dans l'effort, dans le travail et dans la difficulté que tu arrives vraiment, toi, à faire la différence, je trouve. Donc, J'ai envie de te poser une question sur, quelque chose qu'on a quasiment pas abordé depuis le début, c'est le personal branding. Et je vais faire directement écho à un contenu que tu as sorti il y a pas longtemps, où tu as dit qu'on était saoulé par le personal ouais. branding, que j'ai trouvé très vrai parce que, moi de mon côté, tu vois, je produis énormément de contenu pour du personal branding, donc du vlog, du contenu court avec des sous-titres comme on peut voir, par milliers et cetera. Et plein d'autres formats, voilà, qui sont liés à ce truc-là. Ça a explosé, il y a énormément d'argent dedans, tu vois? Le moindre entrepreneur, dans des secteurs, qui communiquaient pas du tout avant, en perso, hein, donc du BTP, du toutes les prestations de services possibles et imaginables, tout le monde a envie de faire ça. Mm. Et toi, tu as dit que, bah, ça commençait à saouler et j'étais assez d'accord avec toi parce que c'est les mêmes formats. Il y a toujours, une espèce de bouillie, mindset, et cetera, qu'on nous ressort à toutes les sauces. Hem, Comment tu vois, le personal branding évoluer? Et surtout, est-ce que pour toi, c'est toujours un secteur qui va, en du coup, en B2B quoi, surtout Mm. qui va où on peut continuer à faire de l'argent dedans, quoi? Alors sur la deuxième partie de la question, 100%. Je pense qu'il y a Ouais, encore un boulevard énorme. Nous, ouais. faut pas oublier qu'on est dans le microcosme parisien, Mmh. donc on a l'impression que tout se fait très rapidement, mais la réalité, c'est qu'il faut avoir une vision nationale des choses. Il y a beaucoup de gens qui vont s'y mettre, qui sont en train de le découvrir que maintenant, donc il y a un potentiel exceptionnel, j'y crois sincèrement. Simplement, et donc tu l'as mentionné, la manière de faire du personal branding saoule. Tout le monde fait la même chose. Et donc, je pense que c'est un vrai potentiel pour justement faire la différence. Donc, c'est anticiper les changements. Je pense qu'aujourd'hui, on capitalise sur beaucoup de volume. C'est de se dire, je suis présent le plus possible et le plus fréquemment possible. Donc, ça veut dire que c'est pas forcément des contenus qui sont poussés dans la qualité. Moi, je pense que ce qui fera la différenciation demain du personal branding qui va faire la diff, c'est l'hyper personnalisé. C'est comment est-ce que je vais faire des contenus qui sortent du lot, qui transpirent mon authenticité pour de vrai, tu vois, plutôt que simplement le fast cam que tout le monde fait. Donc, j'ai pas encore la recette miracle, parce que sinon, je serais déjà en train de proposer un produit, un service dedans, mais je suis convaincu qu'il y a un potentiel de dingue. Et si j'étais freelance demain, je réfléchirais à comment revisiter la manière de faire du personal branding dans le B2B à 200%. Et peut-être auprès de qui. Et ça, c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est les fondateurs d'entreprises, les DG. Mais moi, je suis persuadé que le rôle des employés va arriver en second temps, et que ça va valoriser les employés qui vont se dire que s'ils ont une audience, bah, ils vont peut-être pouvoir négocier plus de salaire parce que c'est un vrai impact pour le business de la boîte dans laquelle ils bossent. Et je suis convaincu qu'il y a un nouveau. C'est pas forcément la nature qui va changer du personal branding, mais c'est les gens qui vont le faire. Et je pense Mmh. que tu vois, je suis en train de me convaincre à voix haute, mais je suis assez convaincu que les employés vont avoir, ça va être la nouvelle step du personal branding. Ça va être que les employés vont prendre la parole sur les réseaux. Ah ouais, ça c'est un truc de ouf que tu dis ça parce que, il y en a un petit peu, tu vois? À l'époque, il y avait, par exemple, Germinal.
Tu Ouais, te souviens? Ouais, ouais, bien sûr, Germinal, avant Mato, ouais, il y avait énormément de personnes de Germinal qui postaient beaucoup. bien sûr. T'avais, bah, tous les gens chez Kudak aussi, ça poste pas Ouais, mal. l'Emlist aussi, il me semble, t'en as pas Lemlist, mal. exactement. Ou Alaxi avec Euh, Toinon aussi. Exactement, ouais. Donc, je pense que c'est dur à implémenter dans une boîte parce qu'il Ouais. faut motiver quand même de faire ça, tu vois. Mais effectivement, Ouais. il y a un nouveau truc, ouais, Mais carrément. ça, t'as tout dit, c'est de la responsabilité des entrepreneurs. Parce que Ouais. moi, j'ai essayé de dire à mes équipes, postez. Mhm. Et les mecs, ils en ont rien à foutre. Eux, ils ont leur salaire, leur CDI, leur truc. Si je leur dis postez, et si vous faites 10 000 vues, tu prends 1000 balles à la fin du mois, je te prends, ce sera plus que 10 000 vues, hein, d'ailleurs, beaucoup plus. Mais tu vois ce que je veux dire. Mhm. En fait, faut le challenger. Il faut que ce soit l'initiative des entrepreneurs. Mais il faut voir ça comme un vrai levier de croissance. Parce qu'un mec qui Ouais. performe sur les réseaux dans son expertise, mais laisse tomber. Mhm. C'est un vrai potentiel de croissance. En fait, Sincèrement. ils deviennent tous des sales, quoi, De fou. en part-time à côté. Et Exactement. c'est un truc de fou, hein. Et puis Ouais. eux, quand après 3-4 ans, ils veulent bouger de boîte, c'est un truc qu'ils vont pouvoir valoriser pour leur future entreprise, tu vois. Donc ouais, je pense que c'est le futur du personal branding. Vraiment. Ok, trop cool. De ouf. Bah écoute, on a couvert beaucoup de sujets, c'est trop bien. Si aujourd'hui tu devais faire des recommandations de contenus qui t'ont un peu aidé à progresser, ça peut être des livres, même des films ou des créateurs sur Internet, Ouais. qu'est-ce que tu aimerais recommander à des gens, majoritairement dans la vidéo ou dans le business de la vidéo, qu'est-ce qui t'a aidé? MrBeast à 200%, bon, je suis un grand malade de ce mec. Mais en fait, pas juste dans le fait qu'ils mettent des lance-flammes partout, c'est juste que dans la mécanique des contenus créés, ce mec analyse le cerveau des humains. Et je trouve qu'il y a beaucoup de bons. Moi, j'analyse vraiment avec attention ce qu'il fait. J'aime beaucoup ce que fait Théo Lyon. Pour moi, c'est un des meilleurs entrepreneurs français, sincèrement. Vraiment, je le trouve exceptionnel, ce mec. Et sinon, à l'étranger, Alex Hormozy, un peu les classiques. Naval, que j'aime beaucoup Mm. aussi. Donc voilà, et les livres. Dream Team, très stylé, que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Alors ça, c'est plus sur la phase de management, de structuration d'équipe, donc c'est peut-être pas là nos sujets. Non, j'en ai pas en tête. Sincèrement, j'en ai Ok. pas en tête. Ouais, peut-être. Ouais, non, j'en ai pas en tête de particulier. Mais voilà, déjà, ces créateurs, c'est top. Et puis aussi, les réseaux, hein, Insta, machin, moi, avant, c'était que du divertissement, mais maintenant, je le vois sur un vrai levier de créativité. Ça m'a aidé à lancer plein de formats, de revoir plein de choses, et ça m'a donné des idées aussi de business. Donc voilà. Ok. Bah écoute, j'ai pris un énorme plaisir du coup à faire cette interview. Moi C'était aussi. vraiment génial. Bravo pour ce Euh, premier. T'as été au top. ok, bon, ça fait plaisir. Écoute, peut-être qu'on fera un épisode 2 pour que le parrain de l'émission revienne sur la Là, je chaîne. suis officiellement le parrain, comme j'ai Ouais, ouvert ouais, t'es le le. premier, t'as ouvert Let's le go. bal. Ouais, c'est Trop ça. bien. Voilà, merci Harold. Avec Et grand plaisir. je te dis à la prochaine. Ciao. Bye bye. Salut.